cas, merci d'être venu. Ce que je voudrais vous dire, c'est que je ne suis pas agriculteur et même si j'ai enfant fait tous les travaux de la ferme que l'on peut imaginer dans des fermes que vous n'imaginez pas, tellement elles étaient antiques et antédiluviennes, je ne suis pas un prescripteur de parcours technique. Je suis juste un chercheur qui travaille sur le vivant, la plante et les micro-organismes. Et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est cette vision du sol qu'on a maintenant et l'analyse qu'on peut faire d'une façon générale, mais pas incarnée dans un terroir ou dans une filière de production, mais l'analyse qu'on peut faire en général des gestes agricoles au regard de cette connaissance que nous avons maintenant. Alors, ce que vous avez vu précédemment, ce n'est pas vraiment l'écosystème terrestre, c'en est la fourrure, c'en est la surface. En fait, l'écosystème terrestre, il est là, il est dans le sol, il est caché à nos yeux et il est caché à nos mentalités parce que, d'une part, évidemment, c'est opaque, d'autre part, de toute façon, ce qu'on va décrire est souvent trop petit pour être visible à l'œil nu, si même c'était transparent. Et puis la dernière chose, c'est que culturellement, le sol n'est pas quelque chose qui intéresse beaucoup les foules. En fait, ça n'a pas beaucoup intéressé les universitaires jusqu'à une date récente, ça n'intéresse pas le grand public. Quand on dit qu'utéreux, c'est dépréciatif, alors même que je ne vois pas ce qu'il y a de dépréciatif à avoir de la terre au revers de son vêtement et à nourrir l'humanité. Mais on est ainsi fait que culturellement, nous ne tournons pas nos yeux vers le sol. Et c'est peut-être aussi lié au fait que nous y enfouissons nos déchets et nos cadavres. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, malheureusement, c'est là que ça se passe. Et la surface n'est que la conséquence de ce qui se passe là. Ce qui se passe là, d'abord, c'est plein de vie et j'aimerais revenir avec vous sur la vie du sol. Si je vous parle de vie du sol, vous pensez immédiatement, eh bien, c'est pas bon, c'est pas les vers de terre qui nous intéressent d'abord. Ce que le sol contient avant tout, c'est ce que nous ne voyons pas, ce sont les microbes. Et parmi les microbes, les premiers d'entre eux sont les champignons. Alors vous pourrez vous étonner que j'appelle microbes. Vous savez que les microbes, c'est ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Que j'appelle microbes des champignons que vous voyez à l'œil nu, mais il faut se rappeler que la partie qu'on voit à l'œil nu n'est que l'organe reproducteur. Et c'est quelque chose qui produit des petites cellules dispersées par le vent, les spores, qui dans les conditions favorables germent en un filament microscopique d'en gros 10 millièmes de millimètre. Ces filaments vont grandir, se ramifier, vous les voyez ici en accéléré, qui grandissent, se ramifient, et non seulement se ramifient, mais regardez, se recollent entre eux pour former un réseau. Et ça, c'est le champignon au jour le jour, un réseau de filaments invisibles à l'œil nu, un réseau de filaments invisibles à l'œil nu qu'on appelle le mycélium. Parfois, d'ailleurs, on le devine par accumulation sous forme d'un cotonnage blanc. Mais il n'empêche que ce sont ces filaments microscopiques qui font le champignon et qui expliquent d'ailleurs que la partie reproductrice, à l'automne ou au printemps, grandisse si vite, car elle n'est que la partie de quelque chose de beaucoup plus grand qui est dans le sol. Donc les champignons doivent être vus comme des réseaux de filaments qu'on appelle les mycéliums et des réseaux de filaments qui sont chacun intrinsèquement microscopiques. Ceci n'étant que l'organe reproducteur, n'étant qu'un signe qu'ils nous font dans le visible, alors même qu'ils sont la plupart du temps dans l'invisible. D'ailleurs, invisible, oui, mais pas forcément. Beaucoup de sols, quand on les sent, dégagent une odeur de champignon. C'est lié à une molécule qui est produite quand on abîme les cellules de champignons, qu'on appelle l'octénol. Une molécule que vous pouvez faire s'exhaler quand vous pelez vos champignons de Paris ou vos cèpes, et que des fois, les sols exhalent. Alors je sais que les sols agricoles ne sont pas des sols assez riches en champignons la plupart du temps, pour sentir le champignon, nous allons voir ce qui explique leur odeur après, mais le nez sait parfois détecter la présence de mycélium là où les yeux ne les voient pas. L'autre composant microbien du sol, il est 10 fois plus petit. Il est de l'ordre du millième de millimètre, ce sont les bactéries. Les bactéries sont faites de très petites cellules, des petites cellules qui sont isolées, parfois en tas, ou en courtes chaînettes. Alors attention, hein, c'est des chaînettes très courtes au regard des filaments que je vous montrais précédemment. Les bactéries qui vivent en chaînette sont notamment des bactéries qu'on appelle les actinobactéries. Et ces bactéries-là, elles sont responsables de l'odeur du sol. Les actinobactéries, comme les streptomyces ou les actinomyces, sont responsables de la fabrication de géosmine, une molécule alors dont, de façon amusante, on connaît très bien les mécanismes biochimiques de mise en place. C'est long, hein, parce que faire une molécule comme ça, c'est toute une usine à gaz extrêmement coûteuse. Mais on ne sait absolument pas à quoi sert cette molécule. Sauf que,
bien qu'elle sache qu'elle ait sans doute un rôle qu'on ne connaît pas. Comme son nom l'indique, la géosmine, c'est elle qui donne l'odeur du sol. Vous savez, l'odeur de terre. Cette odeur de terre que vous connaissez aussi sous forme plus concentrée comme l'odeur de vase. Parce que dans les vases, il y a beaucoup d'actinobactéries et là, il y a énormément de géosmine. Ou que vous connaissez aussi sous une forme plus diluée, quand il a plu, ça donne cette odeur un peu particulière qu'il y a dans l'atmosphère après la pluie parce que l'eau du sol, l'eau qui rentre dans le sol, chasse l'air et envoie sous une forme beaucoup plus diluée cette géosmine jusqu'à vos narines. Donc vous avez une gamme de concentration qui correspond à une gamme d'odeurs, mais l'odeur de terre, l'odeur terreuse, qu'on retrouve d'ailleurs dans la betterave, qui avec les bactéries est un autre organisme qui fabrique la géosmine. On ne sait toujours pas pourquoi non plus, mais bon, elle en fabrique. Cette chose-là vous rappelle encore que votre nez sait parfois détecter des choses que vos yeux ne voient pas. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme microbes dans le sol ? Les levures, c'est des champignons unicellulaires. Vous avez raison, il y a des levures, mais c'est guère que des champignons qui se désarticulent en cellules isolées. Des protozoaires ? Alors, il y a des protozoaires, et parmi eux, je voudrais vous parler des amibes. Les amibes du sol, c'est tout sauf anecdotique. Alors, ce sont des organismes faits d'une seule cellule, plus ou moins grande, qui se déforment, déformations qui lui permettent de circuler. Vous avez ici une bactérie filamenteuse qui donne l'échelle. Vous voyez que c'est quand même plus grand. On est sur la taille d'un filament de champignon ou un peu plus. Et ces cellules qui se déforment peuvent, par leur déformation, englober, avaler, phagocytoser, comme on dit, ou phagocyter, comme on dit scientifiquement, des bactéries pour s'en nourrir. Alors, pourquoi je vous parle d'amibes du sol ? Parce que ça illustre combien des organismes du sol peuvent être importants alors qu'ils sont méconnus. Mais avant, c'est pas vrai qu'ils sont complètement méconnus parce que vous avez peut-être entendu parler des blobs. Si vous en avez entendu parler, c'est des amibes géantes. Donc les plus grandes amibes sont connues du public ou d'un certain public. En tout cas, si vous en avez jamais entendu parler, sachez que c'est vital. Effectivement, normalement, la compétition pour l'azote et le phosphate du sol entre les bactéries et les racines des plantes devrait tourner à l'avantage des bactéries. Il ne devrait pas y avoir d'azote et de phosphate disponibles pour les racines des plantes. Il ne devrait pas y avoir de plantes. Et pourtant, il y a des plantes. Et, fait méconnu, s'il y a des plantes, c'est parce qu'il y a des amibes. Alors effectivement, ces amibes, quand on rajoute des amibes dans un sol qui en a été privé expérimentalement, on voit que ça réduit la quantité de bactéries qui sont présentes, tout simplement parce que les amibes s'en nourrissent et or, quand elles mangent ces bactéries, que font-elles ? Alors, en fait, elles font trois choses. De l'azote bactérien qu'elles ingèrent, elles gardent un tiers qui leur permet de grandir. Elles n'arrivent pas à digérer toute la bactérie et elles en expulsent. Alors, c'est un dessin issu de mon bouquin sur le sol, un dessin humoristique qu'on doit à Arnaud Raphaëlian. Elles en expulsent sous forme de déchets organiques. Un tiers, c'est ce qu'elles n'ont pas pu digérer, qu'elles recrachent en quelque sorte. Et le dernier tiers, elles font comme vous et moi, elles font pipi. C'est-à-dire qu'elles rejettent des déchets qui sont des déchets de ce qu'elles ont digéré et utilisé sous forme d'ammonium, un tiers. Eh bien, ces deux stocks-là font qu'il y a encore de l'azote disponible pour les plantes. Et ça, c'est extrêmement important parce que s'il n'y avait pas le broutage permanent exercé par les amibes sur les bactéries, il n'y aurait pas de place pour nourrir les plantes. Il y aurait un problème de carence azotée. C'est un phénomène méconnu, et il est méconnu de beaucoup de pédologues notamment. Bon, alors, on a compris qu'il y a beaucoup de microbes, et là, on commence à s'agacer en se disant que le propos commence à devenir minuscule. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors là, plus personne n'ose. Alors, j'entends arthropodes. Des pluricellulaires. J'entends des annélides. En fait, vous êtes en train d'essayer de m'imposer qu'il y a des animaux. Mais ce qu'il y a le plus dans le sol, une fois qu'on a fait le tour des microbes, ce sont les racines des plantes. Oui. Et après, il y a les animaux. Alors effectivement, des animaux, il y en a dans le sol, et il y en a une grande diversité. On a ici un petit colambole, donc un insecte sans ailes, si on veut, un pseudoscorpion avec ses pinces impressionnantes, un prédateur qui n'est pas très loin évolutivement des araignées.
On a ici encore un colembole, des minuscules vers qui sont gros comme des bactéries, les nématodes. Un acarien qui court sur du mycélium d'ailleurs. Je pense qu'il s'en nourrit. Un prédateur, un myriapode, un mille-pattes si vous préférez. Là encore, on est proche des araignées. Un ver, un vrai ver, beaucoup plus gros que les nématodes, plus petit qu'un lombric. Un insecte. En fait, on a une énorme diversité de groupes animaux dans le sol. Et c'est vrai qu'on pense d'emblée à eux parce que d'abord, ils sont visibles. Et vous allez me dire, les racines aussi. Et puis, ils bougent. Et nous sommes ainsi faits que notre œil est capturé non seulement parce qu'il peut voir, et donc le microbien lui échappe, mais aussi parce qu'il bouge. Et la plante fait souvent partie d'un décor que nous ne mobilisons pas dans notre compréhension de ce qui se passe autour de nous. Alors ces animaux, qu'est-ce qu'ils mangent ? La plupart du temps, ils mangent des racines, ou bien ils mangent des bactéries, voire très rarement de la matière organique morte. Mais au total, ils ne peuvent pas être beaucoup plus nombreux que ce qu'ils mangent, et c'est pour ça qu'il y a moins d'animaux dans le sol qu'il n'y a de racines ou de microbes. Voilà les quelques éléments d'échelle. Vous avez ici un acarien, une amibe, un filament de champignon coupé, une bactérie, ça vous donne toutes les échelles. Et puis alors, tout petit, vous ne le voyez pas, moi je le vois parce que je suis contre l'écran. 10 fois plus petit que les bactéries, il y a les virus, dont je ne vous dirai rien, car des virus du sol, nous ne savons rien. Et c'est important de commencer un exposé en disant qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, parce que tous les gens qui ne savent pas dire un mot qu'ils ne savent pas, ça veut dire qu'ils croient savoir, mais qu'ils ne voient pas les limites de ce qu'ils savent. Les virus du sol sont sans doute extrêmement importants, mais on n'a même pas la liste. Dans 1 gramme de sol, en tout cas, parmi ce qu'on connaît, on trouve un bon million de bactéries qui appartiennent à plusieurs milliers d'espèces, on trouve plus de 1000 espèces de champignons, des centaines d'espèces d'amibes, et c'est une bonne chose. Et à l'hectare maintenant, pour un sol agricole de chez nous, plutôt bien vivant, on va dire, et on verra ce que ça veut dire par la suite, 5 tonnes de microbes, 5 tonnes de racines, je vous l'avais dit, c'est ce qui domine, et 1,5 tonne d'animaux. Le détail que nous connaissons le mieux. 25% des espèces connues, c'est-à-dire celles qui ont un nom, se trouvent dans le sol, mais comme maintenant on sait détecter les espèces par leur ADN, même quand on ne connaît pas leur nom, eh bien on sait qu'on a nommé dans le sol que moins de 1% des espèces microbiennes. Mais néanmoins, comme ça, le quart des espèces décrites, tout groupe compris, vit dans le sol. En France, on a plus de 115 000 espèces de bactéries. Alors je pense que la Belgique doit être pas très loin de ça, parce que quand on regarde le taux de redondance dans les prélèvements, vous n'aurez sans doute pas à rougir de votre nombre de bactéries, mais ce qui est certain, c'est que c'est 100 à 1000 fois plus que le nombre d'animaux ou le nombre de plantes. Et en quantité, maintenant, au-delà du nombre d'espèces, vous avez entre la moitié et les 3/4 de la masse vivante qui se trouve sous terre, et au total, en rajoutant la matière organique morte à la matière organique vivante, c'est 60 à 90% de la matière organique totale qui se trouve dans les sols. Voilà. Donc là, on sent bien que le point de gravité, il est plutôt dans les écosystèmes terrestres, sous terre qu'au-dessus. Et pour le coup, on dit souvent qu'il y a des sols morts, mais c'est faux. Certains agronomes ou certains pédologues ont voulu alerter les gens en disant que les sols étaient morts. Moi, je n'ai jamais vu de sol mort de ma vie, c'est-à-dire un sol où il n'y a plus rien qui respire, j'ai jamais vu ça. Et bien plus, quand on regarde l'excellent atlas français des bactéries du sol qui est paru sous la plume d'une équipe de l'INRA de Dijon, on s'aperçoit que les pratiques agricoles sont en demi-teinte. Quand on regarde la masse de microbes totale, ce qui en fait dépend du nombre d'individus, on s'aperçoit que plus un écosystème est manipulé, moins il y en a. Il y a beaucoup de microbes, enfin, c'est des bactéries en l'occurrence, mais ça peut s'étendre aux champignons. Il y en a beaucoup en forêt, un peu moins dans les prairies, beaucoup moins dans les cultures, et le paroxysme, c'est dans les vignes et les vergers où il y a le moins d'ADN de microbes, donc le moins de cellules de bactéries. Voilà. Après, et on voit très bien les grandes zones agricoles, hein, le Languedoc-Roussillon, bassin aquitain, bassin parisien, plaine de Rhône et du Saône, on devine la Limagne. On voit très bien qu'effectivement, les gestes agricoles réduisent la quantité de microbes, mais quand on regarde le nombre d'espèces, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les sols et que s'il y a des facteurs qui influent la quantité de microbes, ils ne sont pas évidemment liés à l'activité agricole. Et ça, c'est important. Il en va de la disparition de la biodiversité dans les sols comme de la biodiversité des oiseaux ou des insectes. Quand on vous dit qu'on a perdu 80% des insectes en 30 ans,
et 30% des oiseaux en 15 ans, eh bien en fait, c'est sur le nombre d'individus. C'est, Dieu merci, pas sur le nombre d'espèces. Alors c'est la diversité génétique qui disparaît, car quand on supprime les individus, certains sont porteurs de formes de gènes qui leur sont propres. Mais en termes de nombre d'espèces, tout est encore là. Le verre est à la fois à moitié plein et à moitié vide. Et ça veut dire quoi? Un, que l'agriculture n'a pas bousillé les sols, elle les a estourbis. Deux, que si on agit maintenant, le fond est toujours là. Il manque quelques individus à l'appel, ça c'est clair, mais les espèces sont toujours là, et ça, il va falloir s'en souvenir pour ceux qui suivent. Ceci est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Elle montre que nos anciens, en inventant l'agriculture que nous avons pratiquée jusqu'à maintenant, n'ont pas été des abrutis complets, ils n'ont pas fait des choses qui sont dangereuses à très court terme. Mais le long terme, c'est que ceci est le début d'une extinction annoncée. Car quand le nombre d'individus diminue, un jour, l'espèce n'est plus là. Bien, alors, cette vie, c'est elle qui fabrique le sol, et j'aimerais maintenant discuter avec vous quelques-uns des processus importants qui vont fabriquer le sol. D'abord, il y a la décomposition. Alors, peut-être avez-vous remarqué qu'en ville ou dans les jardins, on est obligé de ratisser les allées et les avenues, on est obligé d'enlever la matière organique. Ça ne se passe, Dieu merci, jamais dans les exploitations agricoles ou en forêt. Pourquoi? Eh bien parce que dans la nature, la matière organique qui tombe a accès au sol. Et le sol va petit à petit la résorber. C'est un phénomène rapide dans vos champs, il l'est moins en forêt, mais là, il y a peut-être 5 ans de feuilles dans cette hêtraie, alors que la hêtraie, c'est une hêtraie d'Auvergne qui a 150 ans. Ça fait 150 ans qu'elle met de la matière organique par terre. Cette matière organique, elle disparaît, plus ou moins rapidement, mais elle disparaît quand elle arrive au sol. Et ça, c'est essentiellement parce qu'elle est attaquée par des microbes. Alors, vous avez ici une pomme suisse, puisque c'est l'agroscope qui m'a filé ce film, une pomme suisse qui est en train d'être attaquée en accéléré par des microbes. Et vous voyez qu'à partir d'un point où ils se sont introduits, au cours d'un temps qui accélère, qui est accéléré, on voit très bien que la matière de la pomme disparaît. Alors vous allez me dire, oui, c'est peut-être parce que l'eau s'évapore des parties qui sont attaquées. C'est plus compliqué. Les microbes, ils font comme vous et moi. Ils vont prendre de la matière, comme vous en prenez à chaque repas. Ça va un peu leur servir à grossir, à grandir, à se multiplier. Mais vous êtes d'accord que dans ce que vous mangez, tout ne vous sert pas à grossir. Tout ne vous sert pas à allonger vos ongles. Que faites-vous de l'essentiel de la matière que vous absorbez? Eh bien, vous la faites réagir avec de l'oxygène en quelque chose qui est un vrai feu, et vous récupérez l'énergie de ce feu pour bouger, pour faire du bruit dans un micro, En fait, la plupart de la masse de matière qui rentre en vous sert à la respiration et à faire de l'énergie, et non pas à grossir. Et cette masse-là, qu'est-ce qu'elle devient? Quand on respire, la matière organique se transforme en CO2 qui s'évacue dans l'air. Et donc elle disparaît. Et c'est ça que vous voyez là, c'est qu'il y a plus de microbes qu'avant, mais il y a beaucoup de matière qui a disparu parce que ça a servi aux microbes à faire de l'énergie. Et une fois de plus, faire de l'énergie, c'est prendre la matière disponible dans l'alimentation et la brûler à l'oxygène. Et quand on brûle, bien sûr, ça fait du CO2 qui part dans l'air, ce qui part dans la fumée d'un incendie, mais ça fait quoi quand on brûle quelque chose? Aussi, ça fait de la chaleur, mais ça, c'est l'énergie qu'on récupère. D'ailleurs, en partie, ça fait de la chaleur. Les organismes vivants sont plus chauds que leur environnement à cause de la respiration. Donc, la chaleur et la lumière, tout ça, c'est l'énergie qui, dans le cas de la respiration, est récupérée par la cellule pour fonctionner. Donc, vous ne brillez pas parce que vous respirez, et vous n'êtes pas si chaud que ça parce que vous respirez, parce que l'énergie est récupérée. Mais il y a quoi d'autre quand on a fait un feu? Les cendres. Tout l'azote, tout le phosphate, tout ce qui n'est pas du carbone qui était dans cette matière quand elle brûle, ça fait des cendres. Vous y êtes? Et donc la décomposition, c'est quelque chose qui fait disparaître la matière à cause de la respiration, mais qui va libérer l'équivalent de cendres. Où mettez-vous les cendres de votre respiration vous-même? Vos cellules les balancent dans le sang, et le sang, régulièrement, passe dans les reins qui fait de l'urine, et in fine, vos cendres sont dans l'urine. L'urine, c'est 6 grammes d'azote par litre. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi est-ce qu'on jette l'urine par la fenêtre au lieu de la remettre dans les champs. Pas partout. Je voulais dire, moi je suis parisien, je peux dire que mon urine finit rarement dans les champs. Mais c'est pas faute de pisser dehors à l'occasion. Mais
On va y revenir. Mais c'est un espoir plus qu'un événement fréquent, ça. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'un organisme qui respire, il fait des cendres. Et figurez-vous que dans ces cendres, il y a du phosphate, il y a de l'azote, il y a du potassium, il y a tout ce qu'il faut pour faire pousser des plantes. Et alors, je voudrais illustrer ceci avec un rond de sorcière. Je ne sais pas si vous avez déjà observé ça. Dans les sols labourés, ça ne se voit pas. Hein, mais dans des sols de pâture ou en forêt, on voit souvent que les champignons sont en cercle. Alors, vous et moi, maintenant, on sait parler latin. Hein, on sait que, en fait, dessous, il y a un mycélium. Voilà, et que le mycélium, en fait, il a une forme en couronne. Ce qui explique que les parties reproductrices soient en cercle. Alors, pourquoi ça? C'est simple. Hein. Vous avez une spore qui est tombée au milieu. Et c'est des champignons qui mangent la matière organique du sol. Ils mangent de l'herbe morte, par exemple. Donc ils poussent à partir du point où il est apparu, et ils mangent de l'herbe morte. Donc il y a un front de croissance, mais il y a toute une zone au centre où il a mangé tout ce qu'il y avait à manger, et où il meurt, parce qu'il n'y a plus rien à manger. Donc vous avez un front de croissance et un front de mort par inanition. Et du coup, votre champignon, le mycélium, occupe un cercle. D'accord? Là où le champignon est vivant, il s'opère une nutrition active, où il consomme la matière organique du sol qui l'intéresse, et il la consomme et réalise le projet que je vous donnais avant. Il transforme cette matière organique morte en un peu de lui-même, il grandit, et essentiellement il respire et il produit des déchets comme du CO2, de l'azote ou du phosphate. Alors ça c'est très important, parce que du coup il va y avoir plein d'azote et de phosphate libérés, et regardez, l'herbe grandit mieux sur ce cercle. Vous voyez que l'activité de décomposition libère des produits qui sont des produits fertilisants. Et d'ailleurs, les ronds de sorcière se voient au printemps comme des ronds d'herbes grasses, alors même qu'on voit ni le mycélium, ni les parties reproductrices. Et d'ailleurs, même des fois dans le paysage, c'est très beau. Je vous emmène en Italie du Nord, avec ici des ronds de sorcière qui font entre 20 et 70 mètres de diamètre, donc qui ont un âge respectable, parce que pour atteindre cette taille-là, il a fallu qu'ils grandissent un certain temps, et qui sont très bien marqués dans le paysage par un surcroît de croissance des plantes. Et cette décomposition, c'est donc la disparition de la matière organique, mais c'est aussi quelque chose qui fabrique de la fertilité et qui réalise ce que Pasteur décrivait de la façon suivante. Si les êtres microscopiques, les microbes, disparaissaient de notre globe, la surface de la Terre serait encombrée de matière morte et de cadavres en tout genre, qui donc ne se décomposeraient pas. Sans eux, sans les microbes, donc, la vie deviendrait impossible parce que l'œuvre de la mort serait incomplète. Ce qui complète l'œuvre de la mort en transformant ce qui est mort en fertilité, ce sont les microbes. On a donc compris que dans un sol, il y a de la matière organique en devenir, et notamment ça produit de la fertilité. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, vous le voyez, de la matière minérale. Et cette matière minérale est aussi en devenir, car avec l'eau de pluie qui passe dans le sol, elle se dissout lentement. Alors elle se dissout techniquement un peu comme un morceau de sucre ou du sel, sauf que c'est beaucoup plus lent. C'est très lent. Alors mettons un petit cristal d'apatite. C'est un minéral qu'on trouve dans plein de roches, des calcaires jusqu'au granit. Mettons-le à tremper dans l'eau pendant 6 mois. Retirons-le de l'eau, examinons-le, sa surface apparaît lisse, elle apparaît pas altérée. C'est un peu faux. Elle s'est très très légèrement, mais très uniformément dissoute. Donc il y a eu un petit peu de choses qui sont passées dans l'eau, mais très très peu. Maintenant, avant de faire fermer le bocal pour 6 mois, introduisons dedans un peu de jus de sol. Vous savez, vous agitez du sol dans l'eau, vous le filtrez et vous mettez le jus dans la bouteille. Vous rajoutez donc des microbes. Et là, au bout de 6 mois, votre cristal, il est complètement grêlé de plein de trous. Et vous savez ce qu'il y a au fond des trous? Alors là où vous êtes, vous ne pouvez pas le voir, mais moi je les vois bien. Il y a plein de bactéries et plein de champignons. Il y a des micro-organismes qui sont installés là et qui ont augmenté la dissolution. Cette dissolution, ce qu'on appelle l'altération chimique, c'est quelque chose qui se produit spontanément et qui libère des tas de produits intéressants pour les organismes du sol, microbes et plantes. Vous voyez, du calcium, du fer, du phosphate, des oligo-éléments, bore, manganèse, brome, tout ce que vous voulez. Mais c'est lent. Si vous rajoutez des microbes, ils viennent faire des pellicules qu'on appelle des biofilms à la surface des roches, et ils ont 2 effets. D'abord, par leur présence, ils retiennent l'eau et ils augmentent le temps pendant lequel la dissolution peut avoir lieu. Mais surtout, ils produisent de l'acidité qui accélère le processus. C'est une acidité locale, ça ne change pas le pH du sol, mais localement, ils accélèrent la dissolution, et donc il y a beaucoup
beaucoup plus de dissolution et au passage, ils s'en servent, ils récoltent une partie des produits de dissolution. L'intérêt pour eux est d'avoir accès à ces ressources. Mais comme ils travaillent un peu comme des cochons, et puis que l'eau circule beaucoup, une grande partie de tout ça part dans l'eau du sol. Et il en part bien plus que s'il n'y avait pas de microbes, même compte tenu de ce qu'ont prélevé les microbes. Et donc, vous voyez que même les roches sont en devenir sous l'effet aussi de la vie du sol, et que de nouveau ce devenir, c'est de fabriquer de la fertilité, c'est-à-dire de libérer dans l'eau du sol des choses qui seront des ressources. Bon, alors, c'est pas fini, il y a aussi les trous, hein. Et dans les trous du sol, il y a de l'eau et des gaz. Alors, je voudrais m'arrêter 2 secondes sur les gaz du sol. La plupart des gaz du sol, c'est ceux qui rentrent à partir de l'atmosphère. À la base, l'air du sol, il vient de l'atmosphère. Mais vous allez voir que lui aussi, il est modifié par la vie. D'abord, plus on s'enfonce, moins il y a d'oxygène. Pourquoi ? Bah, il est consommé. À tous les étages, vous avez des choses qui respirent, comme mes champignons de tout à l'heure. Plus vous êtes bas, plus vous avez de chances que l'oxygène se soit fait capturer par les habitants du dessus. C'est la respiration. Et d'ailleurs, ça fait du CO2. Et plus on s'enfonce, plus il y a de CO2. Pourquoi ? Il y en a de produits à tous les étages. Il sort par le haut, mais il y a des embouteillages en profondeur. Et plus vous êtes en profondeur, plus il y a de CO2. Donc vous êtes conscient à travers ça que la composition de l'atmosphère du sol est retouchée par la vie. Mais on s'en fout. On s'en fout parce que ça ne change pas grand-chose au sol, ça. En revanche, il y a un gaz qui va être vraiment important pour le sol, parce qu'il va amener au sol quelque chose qui ne s'y trouverait pas sinon, un élément qui n'est pas présent dans les roches et qui ne vient que de l'atmosphère. L'azote. L'azote, il n'y en a pas dans les roches. Ou certaines roches sédimentaires en ont, mais c'est des pouillèmes. Pourquoi y a-t-il de l'azote dans le sol ? Alors, vous connaissez bien, je ne vais pas vous faire l'insulte de m'étendre là-dessus, les plantes qu'on dit fixatrices d'azote, et qu'on connaît aussi sous le nom de... Voilà, entre le décollage et l'atterrissage, ça aura coûté à peu près 3 ans de fonctionnement de mon laboratoire. Si c'est un vieux modèle. Alors, vous connaissez aussi ces plantes sous le nom de protéagineux quand on s'intéresse aux produits alimentaires qu'on en tire, notamment les graines. Alors, ces plantes-là, elles fixent l'azote. Ce sont les légumineuses essentiellement dans nos régions, bien que les aulnes fassent à peu près le même travail dans d'autres régions. Et ces plantes-là, elles sont connues pour améliorer la croissance du bétail, pour améliorer la qualité des sols. En fait, ce qui se passe dans ces plantes, c'est qu'il y a sur les racines des petites excroissances roses dans lesquelles sont abritées des bactéries qui sont donc nourries par la plante. Et vous allez voir que ce n'est pas la plante qui fixe l'azote, ce n'est pas la plante qui est responsable en elle-même de la richesse en azote de toutes ces parties, mais c'est ce qu'elle héberge. Ces bactéries qui sont hébergées et nourries en carbone par la plante, ça coûte cher, hein. Ça coûte 30% de la photosynthèse. C'est pour ça que l'autre option, c'est de ne pas avoir de nodosité, de se débrouiller sans azote. Au moins, on a plus de carbone. La vie n'est pas faite de choix idéaux, hein. En tout cas, ces plantes-là ont des rhizobiums qui sont capables de convertir l'azote atmosphérique qui rentre par les pores du sol en azote organique, c'est-à-dire en acide aminé, dont une partie est utilisée par ces rhizobiums et une autre est cédée à la plante, qui va donc être évidemment plus riche en azote. Alors, des bactéries capables de transformer l'azote de l'air en azote organique, en acide aminé, on en connaît plein d'autres. On en connaît qui vivent libres, comme les azospirillum ou les azotobactères. Mais comme elles doivent se nourrir par elles-mêmes, elles ont moins de ressources disponibles pour la fixation de l'azote et elles sont moins efficaces dans la fixation de l'azote. C'est plus efficace d'être couplé à une usine à sucre comme une plante. Mais on en connaît qui vivent libres. Et que ce soit des racines de légumineuses, que ce soit des rhizobiums dans les racines de légumineuses, des azotobactères ou des azospirillum, il leur arrive ce qui arrive à tout être vivant et qui est la grande loi de la vie, ça meurt. Ça meurt, et quand ça meurt, eh ben ça subit la décomposition, et cette fois-ci, ça ne va pas redonner de l'azote atmosphérique, mais redonner des nitrates ou de l'ammonium. Et donc, ça va donner de la fertilité. Et là encore, vous voyez qu'il y a un gaz de l'atmosphère qui, sous l'effet du vivant,
disparaît lentement en donnant de la fertilité. C'est toujours le même motif. Au total, on sait depuis très longtemps, et mémoriser cela, les agriculteurs savent depuis très longtemps manipuler ça, alors même qu'ils ne connaissaient ni l'azote, ni les bactéries. Ça fait 5000 ans qu'on sait manipuler ce truc-là. Et on ne fait pas des inoculations. On ne fait pas du séquençage ou du barcoding de bactéries des sols. Non, non, non. On plante. On plante les plantes qui nourrissent ces bactéries. Regardez, dans le sol libre en rouge et dans le sol autour des racines, la quantité de bactéries qui s'associent à de la luzerne quand on sème de la luzerne ou quand on sème de l'orge. Et vous voyez que, en gros, semer des légumineuses, ça cultive ces bactéries. Et donc, quand on ressèmera de la luzerne, elles pourront d'autant plus faire des nodosités et fixer l'azote. En fait, ça fait 5000 ans qu'on sait manipuler ça, juste en plantant des plantes. Et ça, c'est un truc, parce qu'on va peut-être parler de mycorhizes tout à l'heure, qu'il faut retenir. Les gestes simples et indirects permettent de manipuler les microbes bien mieux que l'espoir de les manipuler directement. Alors donc, ce sol, vous voyez, est un mariage de matière organique, d'atmosphère et de roches qui sont lentement en train d'évoluer, qui sont en devenir sous l'effet de la vie. Mais ce n'est pas tout. Cette vie, elle va aussi animer le sol, et là, vous allez être content parce qu'enfin, on va trouver un rôle pour les animaux. Ils vont enfin rentrer en scène, parce que là, peut-être vous trouvez que la vie est un peu microbienne. Vous n'avez pas tort, hein, elle l'est. Mais ça peut être barbant. Quand je vois cette image, je vois bien qu'il y a du mouvement dans le sol. Parce que si j'avais juste de la matière organique qui tombait sur de la roche qui s'altérait, j'aurais un contact entre de la pure matière organique et de la pure matière minérale. Or, regardez, il y a du noirâtre assez en profondeur, il y a de la matière organique en profondeur, et il y a de la caillasse jusqu'en surface. En fait, il y a des mélanges. Alors, c'est pas touillé violemment, mais il y a du mélange de proche en proche, et le résultat, c'est que c'est continu, le passage de la matière organique à la matière minérale. Qui mélange? Évidemment, tout de suite, on pense aux animaux, et notamment aux vers de terre. La première façon dont ils mélangent, c'est en faisant leur trou, en circulant, ils bousculent les choses, et à force de bousculer, regardez ce que ces vers de terre sont en train de faire dans cet aquarium où on avait déposé de l'humus, du sable, de l'humus, du sable, de l'humus. Ils sont en train de tout mélanger, juste pas en bousculant, en déplaçant, en faisant leur trou. Et ça, tous les animaux qui vivent dans le sol sont à même de le faire. Mais dans le cas des vers de terre, et c'est pour ça qu'il faut en parler, ils mélangent d'une autre façon. Ils mélangent aussi en mangeant. Pourquoi? Que mangent les vers de terre? Alors ils mangent de la terre, mais soyons plus précis. Sinon moi je ne vais pas être payé si je dis juste ça. En fait, on dit souvent qu'ils mangent de la matière organique, et c'est vrai, mais il la digère très mal. Il la mange parce qu'il y a souvent plein de microbes dessus, notamment plein de bactéries. Et ça, il digère beaucoup mieux. Donc, manger de la matière organique, pour eux, c'est l'espoir d'en digérer une partie qui est digeste pour eux, mais surtout de digérer les bactéries qui se sont développées dessus, qui sont extrêmement digestes pour eux. Encore va-t-il falloir bien les extraire, et pour ça, il va falloir bien broyer cette matière. Or, le ver de terre n'a pas de dents. Qu'à cela ne tienne, en cela, le ver de terre rappelle les poules. Le broyage ne se fait pas dans la bouche, il se fait dans le gésier, dans un gésier qu'a le ver de terre, où il entasse des petits grains de sable, de même que les poules entassent des petits cailloux. Et le gésier fait bouger ces petits cailloux et broie finement la matière, relarguant le jus de bactéries, mais relarguant aussi, hélas, toutes les toxines végétales. Vous savez que les végétaux, je ne sais pas si vous avez vu le film Into the Wild, il se termine crûment, hein. En gros, la plupart des végétaux sont toxiques. Ils contiennent des terpènes, ils contiennent des tanins, ils contiennent des alcaloïdes qui sont leur défense. Et quand les feuilles sont mortes, il reste ces toxines. Quand vous broyez finement une feuille, vous relarguez des bombes chimiques. Que faire? Parce que le ver de terre, il est insensible à ça. C'est très simple. Exactement comme vous, quand vous êtes malade, vous prenez du smecta, qui est de l'argile. L'argile, ça absorbe toutes les toxines microbiennes. Pardon, toutes les toxines. D'accord? Donc, en fait, vos vers de terre absorbent de l'argile. Cette argile, dans le jus, dans la matière organique triturée, va attraper toutes les molécules toxiques comme les tanins, les alcaloïdes et les terpènes, et ça va rester dans le tube digestif. Et donc, ils ne seront pas intoxiqués parce qu'ils ont relâché. Vous voyez qu'ils sont à ce point pas capables de manger des restes végétaux
qui sont intoxicables par ce que contiennent ces restes. Mais Dieu merci, grâce à l'argile, ils ne le sont pas. Alors, du coup, il va falloir une grande quantité d'argile et des grains de sable. Ça explique que le ver de terre mange 20 fois son poids par jour, au total. Parce qu'il y a tout ce qui ne va pas digérer, là, plus le grain de sable, plus l'argile. Et bien sûr, quand on mange 20 fois son poids par jour, il faut absolument... Alors, il faut aller effectivement faire caca, mais en science, on ne fait pas caca. On fait des turicules. Alors, petit détail, si vous vivez dans un trou, vous ne pouvez pas faire caca dans le trou. Vous êtes obligé d'aller turiculer en surface, parce que sinon vous bouchez votre trou. Mais ça, ce n'est pas qu'un détail pour le sol, parce que vous voyez que la matière organique qui vient de tomber se trouve rapidement enfouie. Et donc déjà, en faisant caca par-dessus, ils sont en train d'enfouir tout ce qui tombe. Mais bien mieux, ils ont dans les crottes, on retrouve, regardez, c'est noir, il reste la matière organique. C'est la matière organique végétale non digérée, vous y êtes, qui reste, ça vous provient qui ne digère pas tout, et qui est bien mélangée à du sable et à des argiles. C'est pas merveilleux ça? Ça, c'est un vrai mélange. C'est un mélange absolument délicat, intime. Et il y a mieux en plus pour le ver de terre. C'est que là, il y a de la matière organique qui maintenant est broyée, donc les bactéries vont arriver et pouvoir très facilement s'y attaquer. Dans 4 ou 5 jours, ça, c'est bourré de bactéries. Il y a déjà des grains de sable dedans et déjà de l'argile. C'est un aliment tout prêt pour un deuxième tour. Et c'est pour ça que tout le sol, dans les sols à vers de terre, passe dans le tube digestif des vers de terre tous les 3 à 5 ans. C'est qu'en fait, la crotte de ver de terre, au bout de quelques jours, c'est un aliment pour vers de terre. C'est bien fait un ver de terre, non? Il produit 20 fois son poids chaque jour en promesse d'aliment. Et à chaque fois, il rechie par-dessus, il refait des turicules par-dessus, et donc il continue à réenterrer tout ce qui est arrivé entre-temps, ce qui a 2 conséquences. La première, c'est que le mariage étroit entre la matière organique et l'argile forme un complexe très stable qui a des propriétés intéressantes pour la structure des sols et qui a la capacité de retenir tous les ions chargés négativement, potassium, ammonium notamment, donc qui est très important pour la fertilité. Et deuxièmement, il y a cet enfouissement permanent. Regardez ce cimetière où on a une zone tardi-moyenâgeuse, une zone renaissance et classique, et puis une zone moderne. Eh bien, plus les tombes sont anciennes, plus elles sont enfouies dans le sol, parce que les vers prélèvent dessous et libèrent par-dessus, ou en tout cas sur les côtés, libèrent ce qu'ils ont prélevé en profondeur. Les objets déposés sur un sol s'enfoncent quand il y a des vers de terre. Et c'est là que vous réalisez que le labour n'est pas un travail de vers de terre. Car qu'est-ce qui se passe quand on laboure? Les cailloux remontent. Donc on ne peut pas dire que le labour soit un grand travail de vers de terre. C'est autre chose, c'est beaucoup plus violent. Et par rapport à l'enfouissement des corps qui sont à terre, ça a un effet contraire. En tout cas, Darwin, qui disait que le labour était une sorte de travail de terre, de vers de terre, n'insistons pas là-dessus, Darwin a consacré un ouvrage remarquable, son dernier en 1880, au vers de terre. Et il raconte cette expérience qu'il avait fait dans son jardin de mettre de la poudre de craie une trentaine d'années avant, et chaque année il faisait un trou pour voir où la craie était arrivée. Il en avait déduit une vitesse d'enfouissement par les vers de terre, dont il s'était servi par extrapolation pour savoir à quelle vitesse, quel était l'âge d'un certain nombre de gisements archéologiques, en fonction de la profondeur à laquelle ils se trouvaient. En fait, ça ne marche pas du tout, parce qu'au bout de quelques années, les objets arrivent à une telle profondeur que les vers de terre ne vont plus prélever en dessous. Et la vitesse d'enfouissement n'est pas constante, elle s'annule progressivement. Mais ce qu'il avait bien montré, c'est qu'à très court terme, les objets posés en surface sont enfouis par ces crottes, qui elles-mêmes sont un mélange du sol. Alors vous sentez ces 2 effets de mélange là, par des crottes qui enfouissent les choses, dans les crottes qui sont un mélange de matière organique et de matière minérale. Et puis aussi, 3e effet, juste par la perturbation, le déplacement dans le sol. Mais il y a des sols sans vers de terre. Et même des sols sans guerre d'animaux. Les sols d'Amérique du Nord, par exemple, il n'y a pas de vers de terre. Les sols des Landes de Bretagne, il n'y a pas de vers de terre, il n'y a pas d'animaux. Pratiquement pas. Dans les sables? Les sols des Landes. Non, mais dans le sable. Dans le sable, il n'y a pas beaucoup d'animaux, mais le pire, c'est quand même les Landes bretonnes ou les Landes d'altitude, comme au sommet des Vosges. À cause de l'acidité. Alors, oui, non. L'acidité est la conséquence du fait que les microbes qui sont là sont immangeables pour les vers de terre et les animaux, et ils produisent de l'acidité. C'est plus compliqué. L'acidité est une conséquence de la dynamique qui s'opère et où il n'y a rien à manger pour les animaux. Alors, pour revenir là-dessus, mais les sols acides, c'est
C'est en fait des sols dominés par des champignons qui sont très paresseux. Et donc, ils poussent très lentement. La première chose qu'ils font, c'est de l'acidité pour être les sols dans le coin. Et comme ils poussent très lentement, on n'arrive pas à nourrir des animaux avec. Il n'y a pas assez à manger. Donc le fait qu'il n'y ait pas d'animaux et de l'acidité sont des conséquences de la dynamique. Et ils ne sont pas directement liés entre eux. Alors, maintenant revenons à ça. Quand il n'y a pas d'animaux, qui fait le mélange ? La pluie, elle ne mélange pas, elle entraîne vers le bas. Donc vous avez raison. La pluie déplace, mais la pluie, ça déplace vers le bas. Et c'est pour ça que c'est important de mélanger, pour pas que tout descende en profondeur. Mais les végétaux, les racines, vous y êtes. C'est encore ce truc qu'on oublie tout le temps. Là, le tiers de la biomasse de la racine se trouve sous terre. Le tiers de la biomasse de la plante se trouve sous terre. Et vous le réalisez mal, parce que quand on déracine une plante, en fait, on laisse toutes les petites racines qui ne sont pas assez fermes pour venir quand on tire. Et donc, quand on voit un arbre déraciné par une tempête ou quand on tire sur un plant quelconque, de plante quelconque, on n'a pas l'essentiel de la biomasse qui, à 80%, est sous forme de racines fines qui restent dans le sol quand on tire. Le tiers de la biomasse de la plante est sous terre. Et que fait cette biomasse ? D'abord, elle pousse. Les racines font intrusion dans le sol. Elles sont faites de matière organique et elles s'introduisent dans le sol. Et de leur vivant, elles vont libérer énormément de matière. Pourquoi ? Parce que pour pousser, par exemple, elles produisent du mucilage, une sorte de gel qui les aide à pénétrer dans le sol en aidant à se réorganiser tous les morceaux qui se trouvent autour d'elles. Donc il y a un gel qui facilite la pénétration de la racine. Ensuite, quand la racine est là, il y a des cellules qui vont avoir des accidents. Il y a des pètes. Et dans ces cas-là, le contenu de la racine finit dans le sol. Mais même sans ces accidents, quand il y a une racine dans le sol, elle sécrète activement tout un tas de molécules. Pourquoi elle sécrète des molécules ? D'abord parce qu'elle va repousser, elle va sécréter des antibiotiques qui vont repousser les maladies. Elles vont aussi sécréter d'autres molécules qui vont attirer les micro-organismes favorables. Comment les rhizobiums trouvent-ils la racine ? Dans le cas des légumineuses, c'est simple, la racine émet des flavonoïdes et les rhizobiums qui survivent dans le sol, sans éclat, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à manger, ils remontent le gradient de concentration des flavonoïdes, ils sont capables de bouger dans le sol, et ils détectent la présence de la racine aux flavonoïdes qu'elle émet. Donc les plantes émettent activement des choses qui repoussent certains microbes, et au contraire en attirent d'autres. Les racines émettent même, et ça c'est vraiment intéressant, d'autres molécules qui désherbent, c'est-à-dire qui repoussent les herbes autour. Tenez, prenons la reine des prés par exemple. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la reine des prés ? Parce que quand elle est dans un pré, il n'y a que elle. Elle est la reine, et il n'y a plus personne d'autre. En fait, la reine des prés désherbe en émettant par ses racines une molécule proche de l'aspirine qu'on appelle le salicylate. Le noyer aussi fait ça. Alors, ça ne tue pas toutes les plantes, il y a des plantes qui poussent sous les noyers, mais il y a certaines espèces qui ne poussent pas sous les noyers. Vous y êtes ? Au total, de son vivant, la racine rejette dans le sol 10 à 40% de la photosynthèse. Et puis, elle meurt. Parce que la plupart des petites racines ne deviennent pas plus grosses. Elles arrêtent de fonctionner et elles meurent. Et là, la plante aura beau récupérer des choses, il restera de la matière organique en place. Intruse, introduite, infiltrée dans le sol. Au total, le système racinaire dépose dans le sol entre 1 et 5 fois autant que les parties aériennes en tombant au sol. C'est-à-dire que selon les espèces, le carbone mis dans le sol par les racines est équivalent à la litière et aux parties aériennes qui tombent, voire 5 fois supérieur à la litière et aux parties aériennes qui tombent. Vous réalisez ça ? Injecté en profondeur. Donc c'est vraiment une machine à mettre du carbone en profondeur. Cependant que, bien sûr, ces racines extraient des ressources du sol, notamment de l'azote, du phosphate, du potassium, des oligo-éléments, qui montent dans les feuilles. Et qu'est-ce qu'il arrive à ces feuilles finalement ? La grande loi du vivant, ça crève. Et quand ça crève, ça retombe en surface. Avec tout ce qui a été arraché aux profondeurs. Par exemple, dans les forêts qui nous entourent, il tombe 10 à 50 kilos de silice par hectare et par an, simplement parce qu'il y a un peu de silice dans les feuilles qui a été extraite en profondeur. La silice n'est pas un composé important des feuilles de chêne ou de hêtre, mais il y en a un peu, et ça fait une pluie de silice en surface, dans une zone où il n'y en a pas beaucoup. En fait, vous voyez que les feuilles mortes, c'est une façon aussi par laquelle les plantes brassent le sol
et restituent en surface ce qu'elles ont prélevé en profondeur. Alors donc j'ai les animaux, j'ai les vers de terre, qui sont les touilleurs les plus doués. Ensuite j'ai les animaux. Ensuite j'ai les racines. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Le gonflement des argiles, ça peut jouer un peu, mais... les machines, oui, ça c'est sûr, mais avant même... Mais non, les champignons. Car les champignons, vous voyez, qui grandissent en s'introduisant dans le sol, un peu comme des racines, et ils transportent vers la zone en croissance des choses qu'ils ont prélevées ailleurs. Et ce n'est pas une vision de l'esprit que de dire que les champignons déplacent des choses. Parce que justement, les plantes ont adopté des champignons particuliers pour aller faire les courses. Alors vous connaissez sans doute cette histoire, c'est que la plupart des choses qu'on appelle des racines ne sont pas des racines. Dans 9/10 des cas, si vous faites une coloration au microscope, vous voyez qu'il y a des filaments de champignons dedans. Et ces filaments de champignons, c'est des champignons qui sont par ailleurs présents dans le sol, dont le mycélium s'étend jusque dans le sol, où ils vont chercher des ressources pour la racine, et ils les déplacent de fait. En fait, ces champignons sont nourris en sucre par la racine, et ils ramènent en échange de l'eau et des sels minéraux. Et d'ailleurs, dans les sécrétions des racines, il y a des tas de substances qui attirent ces champignons et qui orientent la croissance de leurs filaments vers la racine. Alors ça, c'est une association nutritive où le champignon fait les courses, mais aussi pour un prix moindre. Regardez, le contact avec le sol, par rapport au contact sol-racine, le contact sol-filament de champignon est 10 000 fois plus grand. Alors même que faire une longueur donnée de mycélium, de filament, ça coûte 100 fois moins cher que de faire la même longueur de racine, puisque c'est plus petit. C'est 10 fois plus petit en diamètre, donc c'est en volume, c'est un peu plus de 10 fois plus petit en diamètre, et en biomasse, c'est 100 fois moins. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, vous êtes sur une optimisation d'un facteur 1 million. C'est énorme. Et ça, c'est les optimisations dans les systèmes biologiques. Les optimisations sont colossales. Et il y a autre chose, c'est que comme pour le champignon, la racine est synonyme de ressources nutritives, ils ont dans leur évolution accumulé tout un tas de mécanismes par lesquels ils protègent les racines et les empêchent, pas toujours avec succès, mais rendent plus difficile l'accès aux maladies. Donc ils ont un effet phytosanitaire. Voilà un exemple de cet effet phytosanitaire. Nous allons prendre des petits Cabeciparis. Alors désolé, ce n'est pas une plante très agricole, mais ce sera pour les besoins de mon expérience. Des petits Cabeciparis, donc des petits résineux, avec ou sans champignons mycorhiziens. Et au début de l'expérience, on balance dans le sol un Phytophthora, qui est quelque chose qui est proche des mildious et qui est un pathogène des racines, notamment de ces trucs-là. Qu'est-ce qui se passe ? Parmi ceux qui ont des mycorhizes, 5% meurent et c'est tout. Parmi ceux qui ont des mycorhizes, qui n'ont pas de mycorhizes, 95% meurent. Donc vous voyez, ce n'est pas une protection complète, mais c'est une partie de l'arsenal de protection. Et donc, j'ai fait un détour par l'effet phytosanitaire, mais c'est une sorte de plus dans un dispositif où les champignons font les courses pour les plantes. Et puis une dernière propriété que je voudrais dire, on a souvent l'image que le champignon est associé à une plante ou la plante à un champignon, mais vous comprenez bien que le mycélium, en grandissant dans le sol, il peut aller coloniser les racines de plusieurs plantes qui ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire d'individus différents de la même espèce, de pieds de blé par exemple, ou même des espèces différentes, comme c'est le cas ici. Vous avez un réseau mycorhizien avec du mycélium qui vient s'établir sur les racines des deux espèces. Alors ça, c'est très important. Parce que là, brutalement, on se dit, oh là là, mais si je veux qu'il y ait des mycéliums établis quand mon blé va germer, j'ai intérêt à ce que quelqu'un l'ait entretenu avant qu'il y ait du blé. Vous me voyez venir. Si le sol était nu pendant 6 mois, il n'y a plus personne. Les champignons, ils sont morts. Hein. Tout leur sucre vient de la racine. Par contre, s'il y avait une culture juste avant, on peut hériter de ce qu'a payé la plante d'avant, sans avoir à le repayer soi-même. S'il y a des plantes autour qui, elles, sont pérennes, elles ont pu entretenir des champignons qui vont profiter. Regardez cette expérience ici, cette analyse de système agroforestier où on a des noyers, des plantes herbacées, sous les noyers. Alors là, elles, on n'intervient pas dessus. Hein. Et puis, on a des céréales. On va regarder les noyers, ces herbacées et les céréales.
Alors regardez, voilà le taux de mycorhisation, c'est-à-dire, bon, il y a deux paramètres, hein, la longueur de racine où il y a du champignon et la quantité de structure d'échange entre les deux partenaires. Ici, on est dans la zone où il y a le noyer avec son herbe, bon. Là, on est juste à l'interface entre le champ où il y a du blé et le noyer. Et dans cette zone d'interface, vous voyez que j'ai dans le blé une grande quantité de mycorhizes, quel que soit le paramètre que j'utilise. Et maintenant, à 3 mètres du noyer, attendez, c'était pas cette image-là que j'avais prévue pour vous, mais enfin, c'est pas très grave, on va oublier ça. Mais à 3 mètres du noyer, regardez déjà comment la mycorhisation du blé a baissé. Parce qu'ici, le blé, il s'est débrouillé tout seul pour faire des mycorhizes sur un sol qui avait été labouré. Alors que là, il est près de l'arbre et il a, en quelque sorte, profité des mycorhizes des plantes qu'il y a sous l'arbre et de l'arbre. Il a en fait eu accès à des champignons prépayés et il est donc plus mycorhizé. Bon, ça, c'est à distance, c'est au milieu du rang de céréales, donc c'est la même tendance, c'est pas différent. Voilà, alors ça c'est vraiment important, hein, ça veut dire qu'on a intérêt, comme c'est des réseaux, à jouer sur le fait que les mycorhizes des uns peuvent profiter aux autres. Vous voyez, on retrouve l'idée qu'en semant des plantes, on peut entretenir les microbes qui sont dans le sol, c'est pas la peine de viser directement ces microbes, il suffit de nourrir les champignons mycorhiziens entre deux récoltes, ou par un voisinage qui est déjà établi, pour avoir du champignon qui va mycorhizer ce qu'on va semer, et on n'est pas obligé de semer des champignons pour les entretenir. Alors, vous voyez qu'au total, toute cette histoire de mariage entre la roche, la matière organique et l'atmosphère, c'est chorégraphié par la vie qui déplace des choses. J'en reviens à ma conclusion sur cette espèce de mélange du sol. Et tout ça, ça fait des trous. Et ça fait des vrais trous. Oubliez le trou de labour. Le trou de labour, c'est quoi? C'est de l'esbrouffe. C'est un truc qui s'écrabouille. Vous prenez un tas de sable, vous mettez la main dessous, hein, et puis vous faites un petit trou. Pour votre trou, si vous marchez dessus, il va s'écrouler. C'est pas ça un trou. Ça, c'est un trou. C'est un trou pour un jour. Vous voyez, c'est un truc, c'est vraiment, c'est un produit d'usage très limité, ce trou-là. Non, le vrai trou, c'est un trou qui est enduit de matière organique. Matière organique qui va coller tous les éléments, tous les morceaux qu'il y a autour, empêcher que ceux qui sont au plafond s'écroulent parce qu'ils sont encollés de matière organique, et faire que si jamais on marche dessous, la matière organique, elle fait comme un peu de caoutchouc, quoi. Elle fait un truc qui fait que ça... Bon, quand on l'écrabouille, ça s'écrabouille, mais ça reprend plus ou moins sa forme, une forme d'élasticité. Ce trou durable et stable, c'est quoi? C'est le trou d'un ver de terre qui a mis du mucilage quand il a circulé, le trou d'une amibe qui a régulièrement rejeté des déchets en circulant et qui a déchets qui confortent en fait les parois du trou. C'est une racine qui est morte en laissant de la matière organique partout où elle était. C'est un filament de champignon qui est mort en laissant de la matière organique partout où il est mort, qui va encoller les parties du trou. Un vrai trou durable, c'est un trou empoissé, empégué, dites ça comme vous voulez, de matière organique. Et c'est un trou qui résiste beaucoup plus au tassement, qui est plus durable. Il ne suffit pas de soulever le sol pour faire un trou. Il faut encoller les morceaux. Et ce truc-là, quand il circule, croyez-moi, il laisse une petite couche de matière organique qui fait que l'amibe n'est pas un contributeur ridicule à la porosité du sol. En plus, ça fait un tout petit trou qui retient très bien l'eau par capillarité. Voilà, en fait, avec cette vie du sol et ce mélange, j'ai aussi fabriqué mes fameux trous et je m'aperçois que le sol est une sorte de chantilly battu par le vivant. Et là, on se dit, il faut qu'il y ait le plus possible de vie dans ce sol si je veux avoir des trous durables. Ce sol, il a aussi des fonctions hors de lui. Et je voudrais d'abord m'intéresser à ses fonctions sur le climat. Et vous allez voir que là encore, c'est en demi-teinte. Le verre est à moitié plein et à moitié vide. Vous êtes au courant que l'effet de serre, c'est quelque chose qui existe bien avant l'homme et qui est dû à la présence de certains gaz dans l'atmosphère qui retiennent l'énergie solaire un certain temps et augmentent la température. Alors, les sols ont de tout temps contribué à l'effet de serre. Et c'est une bonne chose. Parce que sans effet de serre, il ferait moins 50 degrés sur Terre. Oui, alors, mais surtout, bon, moins 50 degrés, je pense que ça, pour nous, on n'aurait jamais vu le jour. En tout cas, dans un sol aéré, la présence d'oxygène permet la respiration, on l'a dit tout à l'heure. Les sols produisent du CO2. Mais il y a des sols où il n'y a pas d'oxygène.
Et figurez-vous que dans ces sols-là, il y a quand même des bactéries qui arrivent à respirer. Alors ça peut paraître bizarre, parce que pour nous, respirer, c'est avoir de l'oxygène. Bah oui, mais nous, on vit en surface, et en surface, c'est vraiment un endroit où il ne se passe pas grand-chose. Dans le sol, quand il n'y a pas d'oxygène, il y a quand même des bactéries qui respirent. Comment font-elles? Eh bien, il y a celles qui respirent au CO2, oui, qui respirent en remplaçant l'oxygène par du CO2. Nous, on ne sait pas faire. Ça produit du méthane. Il y a celles qui prennent des nitrates à la place de l'oxygène. Oui, c'est bizarre, une respiration en nitrate. Et ça fait du protoxyde d'azote, ce qu'on appelle aussi le gaz hilarant. Eh bien, tout ça, c'est des gaz à effet de serre. Le méthane est 50 fois plus efficace que le CO2 et le protoxyde d'azote 240 fois plus efficace que le CO2. Donc, dans ces cas-là, ça fait même du sacré effet de serre. Alors, évidemment, ça, c'est l'effet de serre de base. Il y a de tout temps eu une partie de l'effet de serre qui est venue du sol. Et maintenant, regardez comment certaines de nos pratiques augmentent l'effet de serre. Certaines de nos pratiques sur les sols. Quand je laboure, j'aère le sol. C'est une des fonctions du labour. J'amène de l'oxygène. Et les bactéries qui sont là, vous verrez tout à l'heure qu'elles ne sont pas tuées par le labour, elles respirent mieux. Donc elles font plus de CO2. On compte que l'homme a émis 2 fois plus de CO2 par le labour depuis qu'il laboure que par l'industrie depuis que l'industrie utilise les combustibles fossiles. En transformant la matière organique du sol en CO2, en dopant la respiration parce qu'il aère les sols. C'est pour ça que les sols agricoles sont plus pâles et moins riches en matière organique donc que les autres sols. Quand on irrigue, eh bien on produit énormément de méthane et de protoxyde d'azote. Et quand on irrigue en mettant des engrais sous forme de nitrate, ben ça encourage à faire du protoxyde d'azote, c'est encore pire. Regardez la carte de France de la production de protoxyde d'azote. On voit très bien le bassin aquitain, sauf la forêt des Landes, le bassin parisien, la plaine de Saône et du Rhône, la plaine du Rhin, la Limagne, et bien sûr pas les sols languedociens qui sont très secs et qui, eux, respirent à l'oxygène. Vous y êtes? Eh ben, c'est des cartes qui sont faites de répétitions de mesures ponctuelles, avec des interpolations entre les points. Dans le détail, on fait des typologies d'occupation des sols. On a un sol de genre sol à patates, voilà. On fait plusieurs mesures sur les sols à patates dans une région et ensuite on prend cette valeur pour tous les autres sols. Vous voyez, on ne va pas mesurer tous les mètres. Donc on part sur une typologie d'occupation des sols et pour chaque type, dans une région donnée, on regarde puisque ça dépend aussi du climat, on prend une valeur moyenne d'une grande quantité de mesures et on l'extrapole à toutes les terres qui sont occupées de la même façon. Au total, on pense que la gestion des sols en France émet 80% du protoxyde d'azote émis par l'homme en France. Et la gestion des sols entre le protoxyde d'azote, le méthane et le CO2 émet la moitié des gaz à effet de serre de l'agriculture. Alors ça, c'est le verre à moitié vide. Mais j'ai toujours l'habitude de rappeler que le verre est à moitié plein. Parce que paradoxalement, les sols sont une solution pour lutter contre l'effet de serre. Et vous devinez comment? Il faut les empêcher de déstocker leur carbone. Ça, c'est l'initiative du 4 pour 1000 que vous connaissez sans doute et qu'on doit à Stéphane Le Foll. Et ce 4 pour 1000, c'est un calcul tout bête. Si chaque année, dans tous les sols du globe, on augmente de 0,4%, soit 4 pour 1000, la teneur en matière organique, on va voir quoi, mais en mettant de la matière organique dans le sol, eh bien, on annule, vous entendez bien, on annule la production de gaz à effet de serre par l'humanité cette année-là. Alors évidemment, c'est un chiffre pour fixer les idées, parce que moi, je ne me vois pas aller mettre 0,4% de matière organique en plus en Patagonie. Vous y êtes? Ça montre juste qu'il y a là quelque chose qui, avec un petit geste, peut avoir un grand effet. Et cette initiative, elle consiste à dire notre matière organique, ce qu'il faut faire, c'est la remettre sur le sol. Alors, quelle matière organique? Voilà, c'est là qu'on voit que l'élevage n'est pas forcément quelque chose qui... Enfin, c'est quelque chose qui peut avoir des rôles écologiques intéressants. Le fumier. Et quand on pense au fumier en France, quel est l'animal qui fait le plus de fumier en France? Alors j'avais les vaches là. Mais oui, c'est l'homme, évidemment. Évidemment. Entre la cuvette des chiottes et ça, il y a une quantité de matière organique qu'on devrait remettre dans les sols. Au lieu de quoi nos eaux des toilettes finissent dans des stations d'épuration où on brasse l'eau pour qu'il y ait de l'oxygène et que tout soit respiré. Le CO2 est émis. La plupart des contenus de nos poubelles finissent dans des stations d'incinération où on brûle cette matière organique, donc on fait du CO2. Vous y êtes? Au lieu de quoi, il faudrait remettre tout ça sur le sol. Alors vous allez me dire, il est beau ton paysage.
il est pourri d'ordures ménagères et d'excréments. Mais s'il y a des vers, ça ne va pas se voir longtemps. Vous y êtes ? Et c'est parce que ça va rentrer dans le sol sous l'effet des vers que ce ne sera plus au contact de l'oxygène et que ce sera certes respiré un jour, mais plus tard. Et que le temps que ce ne sera pas respiré, eh ben, ce sera du CO2 stocké. Voilà comment, avec des poubelles et du sol, on peut lutter contre l'effet de serre. Et ça, malheureusement, on ne le réalise pas. Avec Paul Lu, le secrétaire général de l'initiative 4 pour 1000, nous avons publié une tribune en ligne vendredi dans Le Monde, et je ne décolère pas. On a mis 2 mois à la publier parce qu'il y avait tout le temps plus urgent. Et finalement, quand il a commencé à faire chaud, j'ai rappelé quand même les gens du Monde en leur disant, vous savez que dans la tribune, on évoque un moyen de redire, ah oui, on va peut-être la mettre la semaine prochaine. Et c'est pas passé en papier, c'est passé en ligne. Avec un petit mot d'excuse, en disant, ah oui, il y avait des choses plus importantes. Moi, j'ai feuilleté Le Monde ce jour-là, j'ai vu effectivement que les gens s'inquiétaient. Il y avait quand même 3 pages sur le problème du réchauffement climatique. Voilà. On n'y arrivera pas à cette vitesse-là. Donc vous voyez que le verre, il est à moitié vide, à moitié plein. Les sols, c'est aussi une solution. Et vous, agriculteurs, vous êtes un espoir dans ce pays pour stocker du carbone. Alors, le sol joue aussi sur le cycle de l'eau. Ça, c'est une autre grande chose. C'est qu'autour de nous, l'eau, eh bien, elle ne part pas à la mer juste après la pluie. Et on ne manque pas d'eau entre 2 pluies. Pourquoi ? Parce que quand il pleut, le sol, avec tous les trous qu'on a faits, il retient l'eau. Soit les trous sont trop petits pour que l'eau passe, soit elle est capturée par la matière organique, soit c'est des gros trous où l'eau peut passer, mais le temps qu'elle trouve la sortie, qu'est-ce qui peut lui arriver ? Elle peut notamment servir à nourrir des plantes. Plantes dont vous savez qu'elles ont besoin de beaucoup d'eau. Pour fixer les idées, alors désolé, c'est de la forêt, 1 hectare de forêt demande 30 tonnes d'eau par jour. Mais ce n'est pas énorme quand on y pense, parce que ça fait l'équivalent d'une pluie de 3 mm. Une pluie de 3 mm, par jour, mais par jour de végétation, parce que quand la sève ne circule pas en hiver, même les arbres qui ont des feuilles vertes en hiver, la sève ne circule pas. Ça ne compte pas. Donc on va compter 200 jours de végétation, 600 mm d'eau. Bah oui. Au-dessus de 600 mm d'eau, vous avez une forêt. En dessous, vous n'en avez pas. Et tout ce qui dépasse les 600 mm d'eau, ça s'écoule lentement et ça fait des rivières. Sans sol, il n'y a pas de rivière. Sans sol, c'est ce qui se passe dans le désert. L'eau s'écoule après la pluie, arrache tout sur son passage et file. Tandis que quand il y a des sols, l'eau ne va pas tout de suite dans la rivière. Donc vous n'avez pas de crues, vous avez des crues plus modérées. Et entre 2 pluies, les sols finissent par se ressuyer, l'eau finit par trouver la sortie. Et vous n'avez pas d'étiage. Vous avez de l'eau dans les rivières entre les pluies. Donc en fait, si vous avez des rivières et si vous avez des plantes, c'est parce que le cycle de l'eau est dominé par les sols. Et pour ça, il faut que les sols aient des trous et des trous stables. Et en plus, c'est de la matière organique, car la matière organique retient l'eau. Le cycle de l'eau, le climat, et puis la dernière chose, sur laquelle je vais être rapide, c'est que la fertilité de l'océan, elle est due au sol. Pourquoi ? Parce qu'au milieu de l'océan, quand il y a un cadavre, il sombre en profondeur. Alors peut-être qu'il y aura une décomposition en profondeur, mais l'azote, le phosphate, le fer, etc., tout ça ne sera pas recyclé là où il y a de la lumière et là où les algues peuvent se développer. Quand vous regardez où est produite la vie, où est-ce qu'il y a des kilos de vie produits chaque année, c'est toujours sur les littoraux. Jamais au cœur des océans, parce qu'au cœur des océans, il manque de fertilisants, il n'y a plus rien qui permet aux algues de grandir. Alors que sur les côtes, qu'est-ce qui se passe ? L'eau des rivières vient des sols, on l'a dit à l'instant. Elle part en entraînant un peu de cette fertilité qu'on a fabriquée tout à l'heure, en altérant les roches, en décomposant la matière organique. Ces rivières gagnent des fleuves et ces fleuves se déversent dans l'océan qu'ils fertilisent. Et c'est là qu'on comprend le problème du Brexit, c'est que les Anglais, nos amis anglais, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, ils se sont barrés avec les sédiments du Rhin, de la Meuse, etc. Ben oui, dans leurs eaux continentales, les sédiments, ce ne sont pas ceux de la Tamise. Okay, et donc ils se sont, et c'est pour ça que les pêcheurs bretons, mais aussi j'imagine les pêcheurs belges, nous en France on parle des pêcheurs bretons, mais vous en avez ici aussi. Ils ne doivent pas être très contents de puis aller dans les eaux britanniques, parce que c'est là qu'il faut aller. Ça ne sert à rien de faire le même chemin pour aller ici ou là. Vous y êtes ? Oui. Ça fait que quand vous regardez cette image, bien sûr le vin, le pain, les légumes et le gruyère sortent des sols, mais les fruits de mer aussi.
toute notre alimentation sort des sols, parfois par le prix d'un détour par les océans. Mais vous voyez que le sol, c'est bien autre chose que quelque chose qui produit des aliments, puisque ça joue sur le climat, l'eau et la fertilité des océans. Alors, examinons dans un dernier temps nos pratiques au regard de ça. Et vous allez voir que ça ne va pas être très long, parce que la logique qu'on a mise en place, eh bien, elle va nous permettre de relire les gestes, comme par exemple le labour. Alors je sais que peut-être je prêche pour partie un auditoire déjà convaincu, mais vous comprenez bien que ça, le sol ne l'a jamais vécu avant que l'homme ne soit là. Ni dans l'intensité de la perturbation, ni dans le fait que le sol se retrouve nu. Ça ne s'est pas produit historiquement. Et donc, a priori, sauf par hasard, aucun organisme vivant en partie ou totalement dans le sol ne supporte ça. La preuve, c'est que ça désherbe. C'est tellement insupportable par les choses qui vivent dans le sol que les plantes en meurent. Et c'est un des intérêts d'ailleurs du labour, c'est qu'il désherbe. Mais, alors c'est pas un labour là, c'est un travail superficiel, parce qu'en fait, tout travail mène à la même conséquence, d'autant plus évidemment qu'il est profond, mais comme l'essentiel de la vie est en surface, même, vous voyez, des travaux de surface comme ça conduisent à un vrai holocauste animal. Les oiseaux, là, ils ne regardent pas la marque du tracteur. Hein. Ils sont là pour embêter tous les animaux qui sont mis en surface. Mais moi, quand je vois une image comme ça de sol pulvérisé ou remué, bon, bien sûr, les animaux, d'accord. Mais moi, je pense, j'ai surtout mal aux champignons. Parce que si votre corps est fait d'un réseau microscopique, il est détruit. Et de fait, quand on compare des sols sans labour à des sols labourés, il y a des espèces de champignons qui disparaissent. Dans les sols labourés, ce sont les champignons qui n'arrivent pas à cicatriser après le labour. En revanche, les bactéries, elles sont souvent dans les grumeaux. Il y en a qui sont en surface, bon, elles meurent, mais beaucoup sont réfugiées dans les grumeaux et elles subissent moins les effets du labour. D'ailleurs, quand on laboure, il y a plus d'espèces de bactéries. Pourquoi ? Parce qu'on amène de l'air, donc des bactéries très exigeantes en oxygène finissent par s'installer, et puis on retire des espèces de champignons qui étaient en concurrence avec certaines bactéries, donc en enlevant la concurrence, on les laisse réapparaître. Vous y êtes ? Alors quand vous regardez ça, vous me dites, Marc-André, t'es gentil avec tes histoires d'avoir mal aux champignons, mais le total, c'est que si j'additionne les bactéries et les champignons, j'ai autant de diversité. Oui, mais on s'en fout, nous, c'est la diversité des fonctions qui nous intéresse. Est-ce que les mycorhizes peuvent être faites avec des bactéries ? Ben non. Oui, les champignons ne font pas exactement la même chose que les bactéries. Et donc, en termes de diversité fonctionnelle, on y perd aussi. Et puis, bien sûr, je vous l'ai dit, la respiration dopée dans le sol entraîne un déstockage de matière organique. Vous voyez très bien ici que la taille des poinces, elle est d'autant plus grande qu'il y a beaucoup de matière organique. Vous voyez que dans le bassin parisien, la plaine de Limagne, système Rhône-Saône, Languedoc-Roussillon, le bassin aquitain, sauf la forêt des Landes, le bassin parisien, sauf la forêt de Chantilly et la forêt de Fontainebleau. En fait, on peut très bien lire finement cette carte. Hein. Et les zones de pâturage, hein, c'est pas mal. Ça stocke. Mais vous voyez que là où on laboure, eh ben, on déstocke du carbone. Et c'est dommage pour les réserves en eau, c'est dommage pour la stabilisation des trous, mais c'est aussi dommage parce que comme les morceaux de sol ne collent plus entre eux et qu'il n'y a plus de mycélium et qu'il n'y a plus de racines pour retenir le tout, eh bien quand il pleut, l'eau emmène le sol. Les sols agricoles labourés s'érodent 100 fois plus vite que les sols non labourés du voisinage. Ça veut dire, ça, que les sols de la Beauce, et sans doute de cette région, s'érodent aussi vite que des sols alpins, alors même qu'il n'y a pas de pente. Et donc, notamment, qu'ils s'érodent plus vite qu'ils ne se forment. Oui, parce que si vous allez dans une rivière à côté, vous verrez que, bien sûr, il y a des choses dans l'eau, mais il y en a beaucoup moins. L'érosion, c'est normal, mais les eaux glauques, les eaux épaisses, chocolatées auxquelles nous sommes habitués, ce sont des eaux qui témoignent d'un niveau d'érosion supérieur à ce que les sols peuvent encaisser. Alors, souvent, les gens me regardent avec une petite pointe d'ironie en me disant « Quand même, ça fait 500 ans qu'on laboure. » Oui, c'est vrai, ça fait 500 ans qu'on laboure. Alors, regardez déjà ces images d'une station expérimentale, ici, qui a été établie aux États-Unis, de Morrow Plots. Il y a une zone labourée depuis, donc, vous voyez, 1876, et puis il y a une espèce de zone de retournement là qui n'est pas labourée. Eh bien, il manque 50 cm en 150 ans. Voilà. C'est clair, il manque 50 cm en 150 ans.
Alors comme vous travaillez sur des sols qui ont plusieurs mètres d'épaisseur, vous pouvez continuer pendant plusieurs fois 150 ans. Oui, mais qu'est-ce qui se passe à la fin ? Rappelez-vous, si vous en avez pris vos vacances près des grandes cités grecques ou des grandes cités du Moyen-Orient, les grandes cités antiques, elles sont entourées de paysages caillouteux. Et vous dites, ah oui, les sols méditerranéens. Hein. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'on a mis ces villes ailleurs qu'au milieu de grandes plaines fertiles capables de les nourrir ? Là, vous avez 5000 ans de labour. Et là, vous êtes arrivé à la roche. Ça veut dire que le verre est à moitié plein, nous reste encore du sol, mais il est à moitié vide parce que le sol est en train de se barrer. L'érosion n'a cessé de se développer depuis que l'homme est homme, et sur les 30 à 60 milliards de tonnes de sol qui retournent chaque année à l'océan, selon les estimations, l'homme est responsable de 50 à 95% du total par le biais de l'agriculture. Nos anciens n'ont pas fait une erreur à court terme. Labourer, ça désherbe, ça aère et ça rend poreux, même si les pores ne sont pas stables, ça nous donne quelques mois de pores, quelques mois de trous, bon. Et ça remonte la fertilité qui, comme vous le disiez, est souvent entraînée en profondeur par les eaux de pluie. C'est pas mal. Mais ça perturbe la vie du sol, puis d'ailleurs ça désherbe, mais ça fait rentrer les graines d'un certain nombre de gêneurs. Hein. Les coquelicots, ils rentrent dans le sol et puis ils attendent qu'un labour les ramène à la surface. Puis certaines années, vous vous retrouvez avec une tache de coquelicot. Donc ça désherbe, mais ça aide certaines mauvaises herbes à s'installer. De toute façon, ça perturbe la vie du sol, ça aère et ça rend poreux, mais ça détruit la matière organique, ce qui entraîne une moindre rétention d'eau, un moindre stockage de carbone et surtout une érosion accrue. Et on a beau remonter la fertilité, bientôt on n'a plus rien à remonter de nulle part. Alors, comme vous le savez, évidemment, il existe des agricultures qui ne labourent plus et qui travaillent avec une couverture permanente du sol en plus, et notamment des cultures dérobées. Alors vous avez ici une comparaison de parcelles. On voit très bien que, d'abord, bien qu'ici ce soit labouré, on voit très bien que l'eau s'écoule mal parce que les pores sont facilement rebouchés par le passage des engins agricoles. C'est moins le cas ici. Puis vous voyez ici, alors il y a 10 ans ici de non-labour. Vous voyez aussi que la teneur en matière organique, ici, elle est plus importante. À la fois parce qu'il n'y a pas de labour et parce qu'il y a des cultures dérobées ou intermédiaires dont la matière organique retourne au sol. Et vous avez ici un sol qui évacue beaucoup mieux l'eau, mais non seulement il évacue mieux de la surface, mais il la stocke mieux en profondeur. Parce qu'il y a de la matière organique et parce qu'il y a des trous qui sont stabilisés. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors voilà, vous avez ici plusieurs paramètres qui ont été établis. Quand on compare un sol labouré et un sol non labouré identique. Alors c'est la moyenne de plusieurs analyses. Ce qu'on voit, c'est que tous les paramètres ici qui indiquent la quantité de microbes, vous voyez, biomasse de microbes, quantité d'azote dans les microbes, activité phosphatase, respiration, tous les paramètres, quand on cesse de labourer, sont augmentés de 20 à 25%. Ça, c'est ce qui témoigne du nombre de cellules de microbes. Maintenant, quand on regarde les paramètres, c'est un peu technique, mais qui donnent le nombre d'espèces, vous voyez, ça augmente un peu, mais pas beaucoup. Et c'est ce que je vous avais dit. On n'a pas vraiment de disparition d'espèces. Par contre, il y a moins de gens. Et quand on arrête de labourer, pouf, ça remonte. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais au moment où je vais semer l'année suivante. Si je travaille le sol, je perds un peu de bénéfice. J'ai envie de mettre du glyphosate. C'est vrai que c'est une technique souvent utilisée. Alors, regardez les comparaisons mécaniques-chimiques. Mécanique, c'est des travaux superficiels légers, et chimique, c'est le glyphosate. Vous voyez que sur ce paramètre-là, la quantité de matière grasse microbienne, quand c'est chimique, vous augmentez moins par rapport à un sol labouré. Un 0, c'est le sol labouré. Vous augmentez au glyphosate, mais vous augmentez moins que si vous faites un travail mécanique. Pour la quantité d'activité phosphatase, c'est-à-dire l'activité des microbes qui décrochent du phosphate de la matière organique, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration très nette quand c'est chimique, il y a une bonne amélioration quand c'est mécanique. Maintenant, si vous prenez les fameux paramètres qui sont des paramètres de diversité d'espèces, alors là, c'est toujours mieux quand c'est mécanique que quand c'est chimique, mais de toute façon, l'effet il est tout petit, puisqu'on se rappelle qu'il n'y a pas un gros effet sur les espèces. Mais vous voyez que quitte à agir, ce serait bien de se débarrasser du glyphosate. Mais, avec du glyphosate, ça se passe quand même mieux que sans glyphosate, qu'avec du labour. Et donc, à mon sens, l'ordre d'urgence de la sortie des gestes toxiques, c'est arrêter le labour, puis, à terme, arrêter le glyphosate, si possible, avec une solution alternative entre-temps.
Alors, on termine, on en arrive aux pesticides et on va reparler du glyphosate et lire sa toxicité. Vous voyez que quand vous regardez la viabilité des spores de champignons mycorhiziens, qui, par exemple, quand vous avez labouré, c'est tout ce qui reste. Eh bien, vous voyez que cette viabilité en présence de glyphosate, elle est réduite. On est ici sur des doses de céréaliculture. Ça tue les spores des champignons mycorhiziens. Ça tue les cocons des vers de terre. Donc on sent que le glyphosate, effectivement, il a une toxicité pour la vie des sols. Je ne rentre même pas dans la discussion de la toxicité pour l'homme. Par contre, il n'est pas toxique pour les bactéries, et c'est là que le drame se noue. Je n'ai plus de vers qui mangent des bactéries. Mes bactéries vont donc proliférer. Et qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien, elles produisent du nitrate et du phosphate. Par le biais, en attaquant la matière organique, elles libèrent du phosphate et du nitrate. Et vous obtenez des pics d'azote et de phosphate. Mais comme vous avez passé votre herbicide, ben vous n'avez plus rien pour récupérer cet azote et ce phosphate, et il se barre à la rivière. Et donc, vous allez être plus dépendant de l'apport d'engrais. En fait, la machine à minéraliser s'emballe avec rien, puisqu'il n'y a plus le broutage des vers de terre, il y a plus de bactéries qui se développent, et comme elles se développent, elles produisent beaucoup plus de nitrate, beaucoup plus de phosphate, alors même qu'il n'y a personne pour le récupérer. C'est foutu, c'est perdu. Et ça appelle, vous voyez que les pesticides appellent les engrais. Non mais quand on désherbe au moment du semis, c'est la culture qui lève, qui absorbe les minéraux. Bah, le temps de faire des racines, vous perdez de l'azote et du phosphate. Mais je ne dis pas, si votre espace n'est pas long, je ne dis pas que ce sera gravissime, mais vous en perdez. Parce que vous avez un moment où il n'y a personne pour récupérer ce qui est produit. Après, plus l'espace, plus le... Ah, ça, c'est vous qui le dites. Hein. Ce n'est pas ce que disent les lysimètres de cette étude-là. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de glyphosate. Je dis que le glyphosate n'est pas une solution parfaite parce qu'elle entraîne les effets que je viens de dire sur les champignons mycorhiziens et sur les vers de terre, et corrélativement sur un risque de lessivage des minéraux avant que revienne le système racinaire suivant. Mais l'azote descend de 1 mm quand il pleut 1 mm. bon, alors, on va reparler de ça après, mais moi, je vous dis ce que je vois dans la littérature, et ce que je vois dans la littérature, malheureusement, c'est ça. C'est que le glyphosate, c'est moins pire que le labour, mais c'est pas parfait. Et il faut savoir admettre que la perfection n'est pas de ce monde. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas mieux que le glyphosate, eh ben on met du glyphosate, et par contre, on souhaite ardemment avoir mieux que le glyphosate. Et pour l'instant, c'est vrai que dans l'état d'investissement dans la recherche, c'est plus un souhait ardent qu'une possibilité. Le cuivre. Alors le cuivre, il a été l'objet d'énormes discussions parce que c'est un peu le recours du bio. Alors il y a même un manifeste du cuivre par Serralini et compagnie qui nous dit que le cuivre, c'est bien, c'est la vie. Bon, c'est quand même un des plus puissants biocides que je connaisse. L'histoire du cuivre, elle est résumée sur cette image. Cette image, c'est à Cognac, une vigne qui a été bien enduite de cuivre et qui a été arrachée et où on a replanté des céréales. Alors vous voyez qu'on voit très bien les rangs de vignes. Ça veut bien dire qu'il y a une toxicité. Mais ça pousse entre les rangs. Et ça résume l'histoire du cuivre. Le cuivre, quand il arrive au sol, il est immédiatement piégé par les argiles et la matière organique. Et là, il ne peut plus rentrer dans les organismes, il est fixé. Donc il perd sa toxicité. Donc si vous en mettez moins de 4 kg hectare an, la quantité de cuivre qui circule dans le sol est toute petite, et elle est très vite fixée, et c'est jouable. Ok ? Donc le cuivre, il est immobilisé dans le sol, et sa toxicité, c'est que quelques temps, le temps qu'il se fasse choper parce qu'il l'immobilisera. Ok ? Le problème, c'est que si vous changez de culture, les racines de la nouvelle culture vont déstabiliser certains des complexes cuivre et relâcher le cuivre. Et ça donne ça. Vous voyez que là, le cuivre, il n'a même pas eu le temps de migrer dans l'interrang de ce qui était la vigne. Dans l'interrang, il n'y a pas de cuivre. Vous réalisez ça ? Il se fait piéger dans le sol, sur place. Ça montre avec quelle efficacité il se fait piéger. Mais par contre, si vous passez à des cultures différentes que celles pour lesquelles vous utilisez du cuivre, vous allez le relarguer et vous allez exprimer une toxicité du sol. Donc le cuivre, dans l'ordre des mauvaises nouvelles dont il faut sortir, il est après le glyphosate, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas parfait. Parce qu'il vous oblige à continuer à faire, en gros, de la viticulture ou de l'arboriculture. Donc il y a bel et bien une toxicité du cuivre, mais ce n'est pas ce qui est le plus aigu. Je termine par les engrais minéraux. Alors les engrais minéraux, vous savez qu'ils suivent le chemin de la fertilité qui va des sols aux océans. Et ça emmerde beaucoup de communes côtières, là où il y a trop
d'apport d'engrais dans les sols. Mais surtout, quand une plante est en présence d'engrais minéraux, elle n'a plus besoin de payer le champignon pour faire les courses puisqu'elle trempe dans les engrais. Et donc, elle congédie le champignon avec 2 conséquences. Du coup, les champignons sont moins nourris, il y a moins de champignons mycorhiziens dans les sols. Mais il y a toujours autant de pathogènes. Donc les 2 conséquences, c'est que 1, la plante aura besoin d'engrais demain parce qu'elle n'a plus de mycorhiziens et qu'elle ne les a plus entretenus dans les sols. Et la deuxième conséquence, c'est que comme il n'y a plus de mycorhizes, la plante est plus sensible aux maladies, donc elle est plus dépendante des pesticides. Et vous voyez que là, c'est la voie inverse. Les engrais appellent les pesticides, notamment les fongicides, parce qu'il y a toujours autant de pathogènes, vous voyez. En d'autres termes, je ne suis pas en train de dire que les gens qui ont mis au point ces méthodes sont des criminels, parce que c'est des gens qui ont nourri l'humanité, il n'y a plus de famine. Mais on sent bien que, au-delà de la quantité, il y a maintenant des problèmes de qualité et qu'il est temps de rompre ces descendances, ces dépendances. En l'occurrence, l'idée, c'est d'amener la fertilité non pas sous une forme immédiatement disponible, mais sous une forme qui sera rendue lentement disponible par la décomposition, que j'évoquais tout à l'heure, et qui, étant lentement minéralisée, lentement restituée sous forme de minéraux, fera appel à des champignons pour compléter l'alimentation des plantes qui ne pourront pas se nourrir directement. Et ça veut dire que c'est le fumier qui est notre espoir. Alors, la dernière chose qui est grave et qui montre que ce n'est pas les agriculteurs qui abîment le plus les sols, c'est l'artificialisation, notamment par les extensions urbaines. J'ai pas de chiffres pour la Belgique, mais en France, on compte que depuis les années 70, on a perdu 10% de la surface agricole utile, c'est-à-dire qu'on a recouvert l'équivalent, regardez, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est énorme. Et après, ça entraîne des dépendances alimentaires qui font que quand il y a un problème en Biélorussie, en Ukraine, ça ne passe plus. On compte que c'est un département de terre agricole qui, chez nous, disparaît tous les 7 à 10 ans. Et c'est dommage parce qu'on ne pourra jamais refaire ces sols. Faire un sol fertile, ça demande un millénaire. Et donc, supprimer un sol, c'est un geste immédiat, mais recréer un sol fertile, c'est un geste lent. Vous voyez que l'excès de labour, les pesticides, les engrais minéraux et l'artificialisation sont des choses qui mettent en péril le capital sol et qu'il faut aujourd'hui examiner avec plus de prudence. Je ne voudrais pas terminer sur un message négatif. Je voudrais surtout insister sur le fait qu'avec le sol, nous avons une formidable cathédrale du vivant, quelque chose dont le fonctionnement assure des tas de fonctions dans la biosphère, y compris celle de nous nourrir, et qu'aujourd'hui, on peut revisiter certains de nos gestes à l'aune de notre connaissance de ce fonctionnement et déterminer qu'il y a certains gestes qui sont très toxiques, assez toxiques, pas trop toxiques, et d'autres qui sont au contraire, d'autres façons de travailler, qui sont au contraire des vecteurs d'espoir. On voit souvent la surface des sols, on ne voit pas ce qu'ils sont, et c'est dommage. C'est dommage notamment que nos concitoyens ne soient pas plus sensibles à ça pour accueillir une agriculture différente et être capables de la soutenir, parce qu'au final, c'est quand même les consommateurs qui peuvent vous permettre à vous de gérer ou non les sols. Moi, je me suis investi avec un dessinateur belge de talent, Mathieu Burnia, dans une BD qui s'appelle Sous terre, et puis j'ai écrit un gros bouquin qui s'appelle L'origine du monde et qui raconte l'histoire du sol à l'intention de ceux qui le piétinent. Je ne suis pas convaincu que cette vulgarisation suffise. On a aussi besoin que vous accueilliez plus les gens dans vos exploitations, alors en plus de tout ce que vous avez à faire, pour leur montrer ce que vous savez faire et pourquoi vous le faites. On a vraiment besoin, au-delà de la discussion entre nous, d'aller chercher nos concitoyens pour qu'ils accompagnent un mouvement qui transmette mieux le sol aux générations suivantes. Et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'imagine qu'il y a des questions. Oui, ce ne sont pas les engrais minéraux tout court qui abîment le sol, c'est les engrais minéraux solubles. Les minéraux insolubles, leur richesse, ils ne sont rien abîmés du tout. Oui, mais si vous amenez ces engrais-là, vous pensez à quoi par exemple? Vous pensez à des formes solides, c'est ça, des formes cristallisées? De la cendre volcanique, par exemple. Oui, alors, vous avez raison. Les cendres volcaniques, on travaille aussi beaucoup actuellement, expérimentalement, avec du basalte pulvérisé. Il y a un certain coût carbone à transporter ça et à le pulvériser, le basalte, ou à transporter la pouzzolane. Mais admettons, vous avez raison que ça va se relarguer lentement et ça va résoudre le problème qui est lié
à l'utilisation des champignons mycorrhiziens, parce que si ça se relargue lentement, alors il n'y en a pas beaucoup de disponibles à chaque minute, et donc il faut que la plante ait un champignon pour aller faire les courses plus loin. Donc vous résolvez ce problème. Par contre, vous ne résolvez pas un autre problème, et bien peut-être même deux d'ailleurs. Le premier problème, c'est que remettre de la matière organique dans les sols, vous avez vu que c'était refaire du liant contre l'érosion, remettre le sol en état de stocker plus d'eau et aussi stocker du carbone. Donc vous n'avez pas ces dimensions-là. Mais il est vrai que par contre, vous résolvez le problème d'un apport trop violent et immédiat sous les formes les plus solubles. Après, il y a un autre problème, qui est un problème qui est très méconnu des gens. Quand on met des engrais phosphatés, et pour les pouzzolanes, j'aimerais qu'on examine, parce que je n'ai pas les chiffres, mais quand vous mettez des engrais phosphatés, ils viennent de mines. Et en fait, dans les conditions où précipite le phosphate pour faire une roche phosphatée, vous avez du cadmium qui se dépose. Et donc, quand vous amenez des engrais minéraux, donc solubles pour être très précis dans la formulation, vous amenez des métaux lourds, de toutes sortes, mais surtout du cadmium. Les sols français agricoles sont 10 fois plus riches en cadmium que les sols ordinaires. Alors, on n'est pas encore à un seuil de toxicité, mais on voit très bien que si on continue sur des pas de temps très longs, et en fait sans doute plus longs que les ressources minières ne le permettent, mais on risque d'accumuler des métaux lourds dans les sols. Pour les pouzzolanes, il faut être bien sûr qu'elles ne sont pas riches en métaux lourds. Mes connaissances de géologie me prédisent que c'est peu probable, parce que c'est des laves et que les métaux lourds se trouvent assez peu embarqués dans la fraction fusible des roches, mais là on aurait besoin de quelqu'un de sérieux pour étudier ce problème-là. Et pour la discussion de tout à l'heure, c'est vrai que moins le temps où le sol n'abrite pas de racines est long, moins le risque de perte, et puis plus le climat est sec, moins le risque de perte est grand. Vous avez raison. Mais c'est quand même un moment où on risque de perdre une partie de ce qu'on avait dans le sol. Et on ne le veut pas si on veut limiter les apports. On veut être dans une gestion de perte de famille des réserves azotées et phosphatées. Bonjour, moi j'avais une question sur l'usage des biochars en agriculture pour stocker du carbone et je voulais avoir votre opinion parce que peut-être que ça peut être une solution. Alors, je vais vous avouer que je ne sais pas parce que je n'ai pas fait la biblio précisément. J'ai un article dans mon ordinateur, là, il y a une revue qui est parue récemment, qui est assez positive. Le problème, c'est que ces revues sont souvent faites sous la pression d'eux ou avec des gens qui aiment beaucoup ça. Et on aimerait, vous voyez, qu'il y ait des gens qui n'aiment pas, qui fassent des analyses et qui nous disent ce qui ne va pas. Et puis, dans l'idéal, ça se passe souvent comme ça en science. Il y a une idée qui apparaît, il y a ceux qui trouvent que c'est génial, il y a ceux qui trouvent que c'est naze parce que c'est nouveau et qu'on fait bien mieux avant. Et donc tout ça, ça se tape sur la gueule. Et puis la génération suivante fait la synthèse. Voilà. Est-ce qu'on a vraiment le temps d'attendre? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire des biochars? Il y a des revues qui montrent l'amélioration de tout un tas de paramètres. Mais on est loin d'avoir un grand recul. Et moi, j'ai l'impression qu'avant de se précipiter à mettre des biochars partout, je rappelle que les biochars, c'est de la matière organique carbonisée. Donc elle est dans un état où elle peut plus se décomposer. Mais néanmoins, elle reste capable d'absorber de l'eau, d'être une surface de vie et d'installation de microbes, et elle reste capable d'avoir un rôle textural. Et puis aussi, et surtout, c'est un stock de carbone stable. Donc ça a une bonne mine sur le papier. Et ça a plus une bonne ligne que sur le papier. En Amazonie, il y a les fameuses terra preta, ces terres très noires d'Amazonie, dont l'origine a longtemps été énigmatique et qu'on sait maintenant être liée à des civilisations disparues, qui ont mis les ordures ménagères et notamment les charbons ménagers dans des sols, et ils les ont pas mis sur tous les sols. Ce sont des zones très définies où ils ont constamment vidé leurs ordures, donc ils ont emmené de l'azote, du phosphate, mais aussi des charbons, qui ont rendu cette terre très noire, et on compte qu'en gros, il y a 20 hectares de sol standard pour 1 hectare de terra preta, c'est-à-dire qu'ils récoltent un peu partout, du bois, des fruits, voilà, et ils mangent ça à la maison et ils jettent toutes leurs ordures sur une petite surface. Ces sols qui sont surélevés par rapport au sol environnant, par ces apports sur plusieurs centaines d'années, sont des sols qui en fait contiennent des biochars amérindiens. Et en réalité, ces sols sont tout à fait étonnants parce qu'ils ont gardé une fertilité et une dynamique de fertilité extraordinaire et bien supérieure à celle des sols tropicaux assez pauvres des environs. Donc la terra preta serait un témoignage en faveur des biochars. Maintenant, il faudrait être impitoyable sur la qualité de la matière organique, comme sur la qualité des biochars. Il ne faut surtout pas amener de métaux lourds ou d'hydrocarbures ou de choses qui sont des contaminants.
si jamais on l'utilise. Et puis, avant de se précipiter là-dessus à grande échelle, une fois de plus, on aimerait avoir un certain nombre d'expériences qui tournent pour voir ce que ça donne sur le temps long, à quel rythme on peut les mettre. Est-ce qu'on les met seuls? Parce que la terra preta, on les a mis aussi avec de la matière organique libérant de l'azote et du phosphate. Est-ce que si on les met seuls, ça marche aussi? Vous voyez, il y a là quand même des réglages à faire avant de se mettre à faire ça, parce qu'une fois que ce sera fait, ce sera irrémédiable et on ne peut pas se permettre une erreur. Les erreurs, on en a fait de bonne foi. Hein. Quand les champenois se sont aperçus que dans les coteaux champenois, l'érosion était insupportable parce qu'il n'y avait plus de matière organique, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont quand même réussi à cacher ça. Mais si vous allez en Champagne et que vous allez dans les vignes, ils ont broyé les ordures ménagères de Paris dans les sols. Alors ça a bien arrêté l'érosion. Ils ont résolu le problème. Sauf que maintenant, il y a plein de bouts de plastique dans le sol, il y a des seringues usagées, enfin, on retrouve de tout ce qu'on veut dans les sols OK, et on ne peut plus l'enlever. Alors, quoi vous dites, oh là là, quand même. Oui, mais sauf que dans les années 70, on n'a pas la même vision des plastiques du tout. Et de bonne foi, on se dit que c'est de la matière organique, ça va rétablir la cohérence du sol. Et d'ailleurs, de ce point de vue, c'est parfait. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas se précipiter, car quand on a mis quelque chose dans le sol, on ne peut pas l'enlever. Enfin, ou c'est très dur à enlever. Pour le plastique, ça ne s'enlève pas. Merci. Hein, d'où ma réticence à conclure tout de suite que c'est bien. Oui, bonjour. J'aimerais revenir sur les bactéries rhizobium. Vous disiez que, en fait, c'est avancé ou prouvé, ou je ne sais pas, à votre avis, si on ne met pas de légumineuses pendant un certain nombre d'années, est-ce que ces bactéries disparaissent et on est obligé d'inoculer les légumineuses pour réensemencer le sol en rhizobium, ou c'est faux, on n'a pas besoin d'inoculer, les rhizobiums sont toujours là? C'est une bonne question à laquelle il n'existe dans la littérature que des réponses indirectes. Alors, en général, il restera de quoi faire des nodosités. Mais plus le temps passe depuis... Alors en plus, il faut se souvenir... Vous m'entendez encore là? En plus, il faut se souvenir... Ça va là? Oui. En plus, il faut se souvenir que chaque espèce de légumineuse a son rhizobium. Donc si on a quelques années d'écoulées où on n'a pas cultivé l'espèce de plante, on a une décroissance progressive du nombre de bactéries capables de s'y associer. Et donc, quand on va remettre la plante, elle va avoir du mal à recruter, elle va faire ses nodosités plus lentement, et elle sera fixatrice d'azote moins vite. Mais au bout d'un cycle de culture, là je m'avance. Mais vers la fin du cycle de culture, je doute qu'on ait vraiment des différences. Parce que justement, l'effet d'augmentation de ces bactéries, de ces rhizobiums correspondants dans le sol, va commencer à agir sur le pas de quelques mois. Mais il est clair que c'est bien d'avoir souvent le rappel des mêmes légumineuses. Elles sont d'emblée plus fixatrices. Parce qu'elles ont plus accès, elles ont accès à un réservoir plus important. C'est ce que montrait l'expérience que j'ai fait. Après un blé, ça n'a pas vraiment dopé la population de bactéries. Alors, je suis désolé, mais il n'y a pas de réponse générale. Pour la plupart des légumineuses que vous plantez, à ma connaissance, c'est pas gravissime. D'accord? J'ai beau creuser de ma tête, j'ai rien lu. Par contre, typiquement, pour le soja, là, le rhizobium, qui est très exactement un bradyrhizobium qui fait la fixation de l'azote, supporte pas l'hiver. C'est une plante tropicale, hein, le soja. Il supporte pas l'hiver. Du coup, chaque fois que l'hiver est alors il faudrait un hiver très très doux pour qu'ils survivent. Donc la plupart du temps, les sojas font peu de nodosité dans les sols. C'est pour ça que la plupart des graines sont pelliculées. Et là, dans ce cas-là, c'est à la fois pertinent par rapport à la survie, qui est très courte dans ce cas-là, et efficace, parce qu'on voit très bien que ça augmente la quantité. Quand les racines sortent, elles emportent les bradyrhizobiums qui sont autour de la graine, et ça a une efficacité réelle. Donc ma réponse, c'est ça dépend de la plante et du climat, vous le sentez? Et en fait, on revient à ça, c'est qu'on ne peut pas croire au terroir sans se dire que les gestes et les réponses ne sont pas universels. Désolé, c'est pas pratique comme réponse, mais c'est sincère. Plus du soja dans le sud de la France, pas la peine de ne pelliculer. Même question pour les mycorhizes. Est-ce qu'on peut profiter de la pollinisation créée par le couvert pour la culture suivante? Et s'il y a un moment entre les deux cultures où le sol est nu, est-ce que ça pose problème? Ouais. La question, c'est
Alors, quand on laboure, là, bon, c'est même pas la peine de poser la question. La question, c'est quand on a un sol nu pendant un certain temps, sans végétation, par exemple entre le coup de glyphosate et le début du développement de ce qu'on a semé dessus, alors même qu'on n'a pas labouré, combien de temps survivent les mycéliums, sachant qu'ils ne se nourrissent que sur les racines? Et la réponse est inconnue. Il n'y a pas la réponse. On en parlait ce matin, tu disais un mois, moi je parierais plutôt sur 2 semaines grand max. Les paris sont ouverts, vous pouvez parier avec nous si vous voulez. Mais en fait c'est ça, le moins, le mieux. Et on ne sait pas exactement vous donner de dynamique qui doit en plus dépendre des espèces. Maintenant il faut réaliser une chose, c'est que, et je voudrais compléter la réponse avec cette histoire-là, une plante a sur ses racines entre 10 et 50 espèces de champignons mycorhiziens différents, d'une racine à l'autre. Et c'est important parce qu'en fait, quand la plante rencontre un champignon, ou un champignon rencontre la plante, ils s'associent, ils font une mycorhize. C'est un peu l'union libre. Tout le monde avec tout le monde. Sauf que le champignon ne continue à donner des sels minéraux que s'il reçoit du sucre. La plante ne donne du sucre que si elle reçoit des sels minéraux. Et si ça ne marche pas, ça s'arrête de fonctionner. C'est d'ailleurs une des limites des comptages qu'on fait de quantité de champignons par racine. C'est qu'on ne sait pas si c'est actif ou non. Les partenaires ne font fonctionner l'association que si elle est rentable pour eux. Vous y êtes ? En fait, il y a des mécanismes qui couplent. Voilà, l'azote ne sort du champignon que s'il y a du sucre qui rentre. Et le sucre ne sort de la plante que s'il y a de l'azote qui rentre. Donc il y a une sorte de mécanisme qui fait que ça ne fonctionne pas. Et donc, derrière ce nombre de champignons, il y a des choix qui s'opèrent. D'une espèce à l'autre, ce n'est pas les mêmes partenaires qui sont les bons partenaires. D'accord ? Quand on force l'association d'un champignon avec une plante, dans 1/3 des cas, la plante pousse moins bien. Quand vous savez ça, vous n'avez pas envie d'acheter des inoculums du commerce. Désolé s'il y a des gens qui en vendent ici, mais est-ce que ce champignon-là va être bon pour mes fraisiers ou est-ce qu'il va être bon pour mes... Vous y êtes ? Vous avez plutôt envie de réveiller la diversité des champignons du sol. Comment la réveiller ? En plantant une diversité de plantes, et ça appelle un couvert diversifié, qui va entretenir plein de champignons dans lesquels la plante que vous allez semer va trouver des champignons. Et comme ça, hop, pas d'intrants. Vous réveillez ce qu'il y a, et vous le réveillez avec des couverts intermédiaires qui sont diversifiés et qui vont nourrir chacun leur champignon préféré, chaque espèce. Et puis après, vous vous débrouillez pour limiter le temps où le sol va être nu, voire même pour qu'il n'y ait pas de temps où il est nu. L'archi-idéal, vous voyez, c'est de couper à ras la plante, elle vivote avec ses racines, et avec ça, je suis sûr que ça augmente le temps de survie. Après, si vous avez un travail mécanique du sol, là, vous commencez à bousiller vos mycéliums, vous irritez moins. Mais vous voyez que tout ça, il n'y a pas de solution parfaite. Ok ? C'est juste du tâtonnement. Et du coup, au-delà même de connaître les chiffres exacts, il faut regarder qu'est-ce qui marche dans votre parcelle. En termes de production, puisque c'est quand même le paramètre ultime. Mais enfin, la prédiction, c'est que des couverts variés, ou alors des intercalations de bandes dans les champs, ça peut être des haies ou des arbres, de zones où il y a un couvert varié, ça va être des choses qui vont promouvoir notamment les champignons qui seront utiles à ce que vous allez semer. En termes de sucre, quelle quantité pour voir qu'une plante produit pour nourrir le champignon? Est-ce qu'on sait quantifier ça? Oui, ça c'est quantifié, c'est cher. Je vous ai dit que pour les nodosités, c'est 30% en gros des sucres produits. Ah alors, ouais. De mémoire, le chiffre est le suivant. Ça va vous donner des grammes de biomasse manquants au moins. Pour produire la même quantité de matière organique, une légumineuse doit faire 1,5 fois plus de photosynthèse qu'une non-légumineuse. Ça va ? Parce qu'en plus, elle va nourrir et ses rhizobiums et ses nodosités aussi, parce qu'il faut qu'elle nourrisse les tissus d'accueil. Et donc au total, ça va lui coûter donc 50% de sa photosynthèse. Ramené en biomasse, sachant que ça, dans ce calcul-là, il n'y a pas la respiration, puisque la plante respire aussi.
Donc c'est pour ça qu'il y a une différence avec le 30%. Donc c'est 30% de la photosynthèse, et en effet sur la croissance, parce que toute la photosynthèse qui n'est pas dans la nodosité ne sert pas à la croissance, il y en a qui servent à respirer, c'est un effet d'un facteur 1,5. Ok ? Donc une légumineuse doit faire 1,5 fois plus de photosynthèse pour nourrir pour grandir autant qu'une plante qui ne nourrit pas de nodosité. Alors, les rhizobiums peuvent survivre seuls, mais ils sont bien moins. Ils ne fixent pas l'azote quand ils sont dans des racines, ils n'ont pas les moyens. Ils le font que dans les racines. Maintenant, les champignons mycorhiziens, je vais répondre à votre question pour les champignons mycorhiziens, on est sur 10 à 30% de la photosynthèse qui sert à les nourrir. Et eux ne se nourrissent que sur la racine, où ils trouvent leur sucre, mais aussi, dans le cas des champignons mycorhiziens de vos plantes de culture, leurs acides gras, une partie de leurs lipides. Et ça, ils ne le trouvent absolument pas tout seuls, donc ils doivent obligatoirement être nourris par une racine. Leurs spores sont assez grosses, ce qui permet que les filaments qui germent fassent un peu de trajet avant de crever et aient la chance de trouver une racine, mais ils ne sont absolument incapables de se nourrir par eux-mêmes. Et ils coûtent entre 10 et 30% de la photosynthèse. Ce qui vous explique que si la plante peut prélever des sels minéraux elle-même, eh bien, elle cesse d'interagir avec le champignon, parce que ça a un coût très fort. Donc pour la plante, elle n'investit ce coût, c'est des mécanismes physiologiques. Elle ne donne du sucre à un champignon que si elle a besoin d'azote et de phosphate. Si elle en a assez, elle ne le donne pas. C'est des régulations physiologiques qui permettent de fonctionner au mode le plus économique. Et d'ailleurs, il y a donc des plantes qui se débrouillent pour vivre sans champignons, et c'est les crucifères, qui ne sont pas mycorhizés. Ne sont pas mycorhizés. Le sarrasin, pas trop. Les conopodiacées. Les quinoa, pas trop. Et la betterave, plutôt pas. C'est les exceptions. Donc il faut les associer. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'après une crucifère, après un colza pur, pas un colza en mélangé, après un colza pur, si vous faites du maïs, il se mycorhize moins vite. À 3 semaines, il a à peu près la moitié de En gros, à 3 semaines, il a la moitié de la quantité de mycorhize qu'il aurait si avant on a eu un couvert, soit une autre céréale, soit du tournesol. Alors la moutarde, donc en couvert, oui, mais là, c'est pas dans le papier auquel je pense, ça n'a pas été étudié. Dommage. Mais c'est vrai que si votre moutarde est mélangée avec des légumineuses qui sont aussi mycorhizées, elles n'ont pas que des nodosités, ou une céréale, là, les autres auront nourri les mycorhiziens. Et là, on n'a plus l'effet, normalement. Mais une pure crucifère avant, ça réduit la mycorhisation. Un sol avec du fer. Du cuivre, là, tantôt. Et les sols qui contiennent du fer. Alors, les sols qui contiennent du fer sont des sols qui, chez nous, sont peu problématiques, sauf des cas très particuliers d'anciens terrils. Donc, nous, on n'a pas de toxicité du fer dans les sols. Non. Mais après, il y a quelques sols, effectivement, où il y a des excès de fer, mais en général, dans ces sols-là, c'est pas le fer, le problème. C'est l'aluminium. Parce que là où il y a du fer, il y a souvent aussi de l'aluminium, c'est souvent mécaniquement lié, et c'est l'aluminium qui est beaucoup plus toxique. Alors, pour le fer, en fait, si le sol est oxydant, le fer précipite sous forme d'oxyde de fer, et si c'est un sol bien aéré, et il circule peu. Un peu comme le cuivre tout à l'heure. Donc dans un sol bien aéré, c'est rare que le sol soit toxique, que le fer soit toxique. En revanche, l'aluminium qui est avec lui, même quand le sol est aéré, il a tendance à circuler un peu, surtout si le pH est acide. Il suffit d'amener du calcaire et le problème est résolu. Oui, mais bon, les toxicités au fer, c'est quand même rare dans nos régions. Chez moi, le sol, c'est de l'argile naturellement riche en fer. Mais bon, c'est pas le fer qui est toxique, j'imagine, dans votre sol. Mais oui, mais ça, c'est des sols qui ne sont pas dans nos régions, qui sont des sols. Mais en fait, là, ces sols riches en fer ou rien du tout, c'est souvent la toxicité de l'aluminium que vous voyez, en fait. Avant même celle du fer. Comme le fer, l'aluminium, c'est les deux résidus de la déstabilisation des roches. Quand vous décomposez votre roche, tout finit par s'en aller. Mais il n'y a que 2 choses qui ne sont pas solubles dans l'eau, c'est l'aluminium et le fer. Et le résidu d'un vieux sol tropical où tout a été détruit, il reste que de l'aluminium et du fer. C'est ce qui fait le minerai de bauxite, par exemple. Les mines de fer, c'est en fait des vieux sols tropicaux
C'est des trucs, bon, ils sont rouges parce qu'il y a du fer, l'aluminium lui est blanc, mais voilà, si vous allez voir les ocres de Provence par exemple, c'est d'anciens sols tropicaux qui ont évolué très longtemps, toutes les roches ont été altérées, tout est parti et il reste que ce qui n'est pas soluble dans l'eau, l'aluminium et le fer. On prend encore 2 questions, donc une ici, il y en a une autre. Julien, tu as déjà eu ton tour, on va laisser. Je prendrai celle derrière après. Qu'en est-il des sols des prairies permanentes qui n'ont jamais été retournées? Est-ce qu'il y a des grandes différences par rapport aux terres de culture? Vous avez vu tout à l'heure que la masse de microbes, la quantité d'individus était plus grande. Donc la première chose, c'est que ces sols-là ont souvent une vie qui est plus intense parce qu'elle est moins perturbée et deuxièmement parce qu'il y a plus de matière organique. D'abord, vous avez une récolte qui est moins efficace. Le pâturage, c'est quand même moins efficace que de récolter tout le blé qu'on a semé. Et puis ensuite, vous avez tous les systèmes racinaires qui sont très très développés dans ces cas-là. Donc, la réponse c'est ils sont moins impactés que des sols agricoles, des sols de culture en général. J'aurais du mal à répondre à votre question, est-ce qu'ils sont moins impactés j'aurais du mal à répondre sur la comparaison, par contre, avec un sol d'agriculture sous couvert. Ça n'a pas été trop mené encore. Surtout une longue agriculture sous couvert de 50 ans. Parce que c'est là que ce serait pertinent, quand on arrivera vraiment à l'équilibre du fonctionnement de ces sols-là. Mais donc, ça va plutôt mieux. Dans ces sols-là, vous avez des rondes sorcières. Et ça, c'est un bon indicateur que les mycéliums se développent bien. Chose que vous n'avez pas en sol labouré. Donc, globalement, ils se portent mieux, ils stockent beaucoup plus de carbone aussi. Parce qu'ils ne sont pas labourés, ils ne sont pas aérés, et la dynamique de décomposition de la matière organique qui rentre dans le sol est plus lente. Donc, d'une façon générale, ce sont des sols qui vont mieux. Les activateurs microbiens, si vous pensez à amener des microbes dans le sol qui sont disponibles commercialement, je vous invite à ne pas amener de microbes exotiques. Il y a une lacune de réglementation, mais si vous regardez pour la lutte biologique, il y a des réglementations très très strictes. On n'introduit pas n'importe quoi à cause de la règle des 10%. Alors c'est une règle qui est connue pour les plantes. Vous introduisez 1000 plantes. Il n'y en a que 100 qui pousseront. Sur ces 100, il n'y en a que 10 qui se reproduiront en plus de pousser. Et sur ces 10, il y en a une qui deviendra invasive. C'est une règle statistique. On n'introduit pas des microbes venus d'autres continents. C'est littéralement jouer avec le feu. Donc je pense que j'ai dit ce que je pensais des EM. Voilà, c'est rangé. C'est jouer aux apprentis sorciers. Regardez, sur les plantes, cette règle-là, elle fait qu'aujourd'hui, on est emmerdé par la renouée du Japon, par les acacias dans certaines régions, par le phytolac dans d'autres, par la jussie dans les cours d'eau. Bon. Donc, il faut faire attention à ne pas introduire de choses exotiques. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, notre savoir-faire microbiologique pour introduire des choses dans les sols, il est très limité. Car quand vous amenez quelque chose dans les sols, ces sols sont déjà occupés. Donc, il y a de la compétition. Ce que vous amenez va-t-il s'installer ? Quand on regarde dans le détail, c'est rare. 2. Ce que vous allez amener est adapté à là où ça s'est développé, historiquement. Mais vous n'avez pas cette richesse incroyable faite de milliers d'années d'adaptation que vous avez dans les microbes locaux. Les microbes locaux, s'ils sont là, c'est que leurs ancêtres ont survécu même à des états rares, des hivers très froids, des étés très secs. Vous avez un patrimoine de sélection qui a renforcé ceux qui étaient capables de résister même aux perturbations. Alors, c'est vrai que les perturbations partent un peu en vrille en ce moment avec le changement climatique, mais néanmoins, autant hériter de choses qui sont notamment adaptées aussi aux conditions physico-chimiques du sol. Sans parler de la température ou de l'eau, on peut parler de la chimie du sol. Donc, réveillez ce que vous avez. Il y a des boîtes aujourd'hui qui vous proposent de venir chez vous et de cultiver des microbes et de les remettre dans le sol. Ça, c'est pas mal. C'est du local. Si vous voulez absolument payer pour vos microbes. Puis si vous ne voulez pas payer, semez. Semez, variez. On va prendre donc une dernière question. Quelle est la strate du sol où on retrouve le plus d'activité mycorhizienne
Et par conséquent, jusqu'à quelle profondeur un travail du sol peut être considéré comme critique pour diminuer cette activité, surtout pour détruire des couverts par exemple? Alors là, la réponse, c'est pas de chance. C'est que plus on s'enfonce, moins il y a de choses. Et plus on est en surface, plus il y a de matière organique, plus il y a d'air, donc plus ça respire, plus il y a de choses. On dit souvent, là, c'est des chiffres qui valent que 80% de la masse vivante est dans les 20 premiers centimètres. Bon, en fait, ça dépend beaucoup des sols, une fois de plus, on ne peut pas faire de règle générale, mais l'idée, c'est que dès que vous commencez à toucher le sol, quand la bêche s'enfonce dans le sol, elle commence par s'enfoncer dans la zone la plus riche. Donc, la solution, c'est... non mais voilà, dans 3 à 8 cm, vous êtes dans le... Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des travaux du sol qui ne sont pas jouables. C'est les travaux non cisaillants. Alors c'est dommage parce que souvent, notamment pour se débarrasser d'un couvert, on aime bien que ça cisaille. J'ai vu un très beau rouleau tout à l'heure qui cisaillait un petit peu en surface et c'était super efficace. Les trufficulteurs, ça c'est vraiment un indicateur fort. La truffe, c'est un champignon, c'est un mycélium, donc là, ils travaillent leur sol à la grelinette. La grelinette, c'est vous écartez les morceaux, et ça, les champignons, ils savent cicatriser. Si vous écartez en décalant, ou en retournant, là, c'est foutu. Donc, oui, il y a des perturbations légères qui sont jouables à n'importe quelle profondeur, et ensuite, quand la perturbation est plus violente, cisaillante, pulvérisante et tout ce qu'on peut, alors, plus on est en surface, plus c'est grave. Mais une fois de plus, à un moment, il faut produire. Donc la question, c'est, voilà, il vaut mieux bousiller de temps à autre les 3 premiers centimètres en laissant tranquille ce qu'il y a en dessous. On ne fera pas d'omelette sans casser d'œufs. La question, c'est de choisir quels œufs on casse. Je vous propose de ne casser que les plus pourris et de garder les plus beaux. Mais c'est vrai que malheureusement, la vie du sol, elle est mal organisée pour ça. C'est que comme on arrive par la surface, on arrive d'emblée par la zone où il y en a le plus. Voilà, on ne bêche plus son jardin. Oui, sauf que moi, quand j'explique ça, je suis bon, parce que j'apprends aussi des questions que j'ai et des remarques que l'on me fait. Quand j'explique ça à des gens qui, en façade atlantique, sont sur un sol limoneuse, là, ils me disent, mais non, climat humide et sol limoneux, moi, je suis obligé de labourer parce que sinon, ça tasse trop. Et sur ce, il y a un train pour Paris qui part dans pas longtemps. Merci beaucoup.